Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Qui gagne. Cet épisode sera un peu spécial parce que c'est le premier épisode hors série, dans le sens où on va pas, vous l'avez vu dans le titre, mais on va pas parler d'un duel, parce que j'avais essayé parce que j'avais pensé à ça depuis longtemps, à faire ça ensemble, pas ensemble, mais ce sujet-là, et puis j'ai pensé à toi. Ok. Mais il n'y avait pas moyen de le mettre en duel en fait, c'était trop con. Tu peux mettre, ouais, je vois ce que tu dis. C'était un peu un duel forcé, du coup je me suis dit autant faire un hors-série numérique responsable. Et ouais, ok, c'est cool. Mais du coup, mon invité aujourd'hui c'est Jules. Ouais, je te laisse te présenter. Moi c'est Jules Delcon. En fait, j'ai fait gestion à l'UNIF, donc j'ai fait économie et gestion à l'UC Louvain. Et je savais pas trop ce que je voulais faire quand j'ai commencé mes études, donc je me suis dit je vais juste faire un truc qui me donne le plus de possibilités par après. Et je me suis rendu compte qu'en gestion, dans les masters, je pouvais faire ce que je voulais, donc je me dis c'est pas grave, on verra bien. Je trouverais bien quelque chose qui me plaît. J'ai toujours aimé l'informatique, mais je voulais pas faire des études d'informatique. Et puis à un moment, j'ai découvert les cours de CSR en fait, donc RSE, donc c'est tout ce qui est développement durable au sein des entreprises. Et je me dis c'est ça que je vais faire au niveau du master. Okay. Et au niveau du master, en fait, je devais choisir un sujet, et puis je suis tombé sur un sujet de mémoire où c'était Digitalization Friend of Foods. Donc c'est en gros l'idée de dire, est-ce que... non, c'était quoi ? C'était Digitalization and Sustainability Friend of Foods. Donc en gros, est-ce que le numérique et le développement durable sont plutôt amis ou ennemis ? Et donc ça m'a intéressé parce que j'étais toujours féru d'informatique. Je démonte des PC, je mets de la pâte thermique. Ouais, celui-là, je l'ai démonté hier. T'es un geek ? Je suis un peu un geek, ouais. J'adore les jeux vidéo. Donc je suis toujours, les dernières cartes graphiques, j'étais toujours à fond là-dedans, et je me suis dit ok. Et donc j'ai fait mon mémoire là-dessus. C'est comme ça que j'ai rencontré mon boss actuel en fait, à une conférence de l'ULB sur la pollution numérique. Moi je l'ai eu du coup à une conférence dans mon cours de BA3 il y a l'année passée, ouais. Ok. C'était un séminaire de sciences technologies. Du coup, il était venu parler de. C'est la première fois que j'ai entendu parler vraiment de tout ce qui est numérique responsable. Et là où tu travailles, c'est l'ISIT. Donc c'est Belgian Institute for Sustainable IT. Donc c'est l'Institut du numérique responsable. Okay. Ça, on en parlera peut-être encore un peu après. Et en gros, l'idée, c'est que, en fait, quand je me suis rendu compte que le numérique avait un impact et que j'ai commencé à faire des recherches dessus pour le sujet de mémoire, je me dis waouh. En fait, j'ai toujours adoré l'informatique. Je savais pas ce que je voulais faire, puis je me suis rendu compte, je pourrais en fait faire du développement durable, donc je vais faire ça de mes études et de mon master. Et en fait, c'était le choix logique, parce que je me dis, c'est deux tendances ultra connues, développement durable, digitalisation, ça va de pair en ce moment. Et donc là, c'était un peu la rencontre des deux, donc je me suis dit, Okay. Et depuis, je suis en fait juste super fan du sujet, en fait. Mais vraiment super fan. Donc en soirée, il faut pas m'en parler, sinon je peux en parler pendant des heures. Mais on va en parler maintenant. Mais voilà. Mais du coup, on va parler du numérique responsable, mais le numérique, tout le monde sait ce que c'est, responsable, mais qu'est-ce que le numérique responsable concrètement, c'est quoi ? Comment nous on le présente ? En gros, c'est l'idée que tu vas prendre les 3 P du développement durable, People, Planet, Prosperity, donc c'est l'idée qu'on va faire attention à l'humain, on va faire attention à l'environnement, et on va faire aussi attention à la prosperity, c'est une façon de dire profit, mais donc en gros, quoi que tu fasses, il faut que le business marche, donc tout marche, l'environnement, le social et tout. Et donc on prend les 3 P du développement durable et on les traduit au numérique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, alors nous on le traduit en 4 axes, et donc le numérique responsable va prendre, premier axe, le Green IT. Donc Green IT, c'est vraiment réduire l'empreinte du numérique en tant que tel. Okay. Donc le fait que le numérique aujourd'hui, comme toute activité de l'homme sur Terre, a un impact, on va essayer de le réduire l'empreinte de nos équipements, des données qui transitent, des centres de données, des équipements, de l'infrastructure, un peu tout ça. Ensuite, tu vas avoir l'axe IT for Green, donc là on inverse. Là, ça va être plutôt utiliser l'informatique pour réduire l'empreinte de l'humanité dans d'autres secteurs. Par exemple, si tu as un bâtiment intelligent avec des capteurs, de l'IoT, et quand tu quittes une pièce, les lumières s'éteignent, et que tu fais des réductions de factures, que tu fais des gains énergétiques, et que tu optimises en fait ta consommation, par exemple. LED, c'est une technologie, mais c'est pas forcément de l'informatique. Oui, Par contre, si je touche rien, du coup je dis des mots comme ça. Mais donc si t'as par exemple, si t'as un système qui fait que, je sais pas moi, un système de feu rouge numérique, et grâce à l'intelligence artificielle, tu fais en sorte qu'il y ait moins de bouchons et donc moins de pollution, parce que moins de smog dans les villes, par exemple, ça va être de l'IT for Green. Okay. Donc c'est quand on utilise le numérique pour réduire l'empreinte dans d'autres secteurs. Ensuite, tu vas avoir les aspects humains aussi, en fait. IT for Human, donc c'est mettre l'IT au service de l'humain. On va avoir plein d'exemples, la télémédecine. T'as des gens qui sont sur des endroits ultra reculés, qui n'ont pas accès à l'information, mais grâce au numérique, ils peuvent communiquer. Taxon Web, c'est un exemple. C'est le fait que tu as un service numérique qui te permet de gérer tout ce qui est administratif pour l'État. Et puis tu as aussi Human IT, donc c'est pour finir la boucle. Et Human IT, c'est vraiment faire en sorte que le numérique soit plus éthique, plus inclusif et plus accessible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Éthique, on va parler de conditions de travail, par exemple.
On va travailler, on va aussi parler de conditions d'utilisation, du style respect des données de vie privée, intelligence artificielle aussi. Il y a des questions qui se posent. Aujourd'hui, dans le marketing, sur le net, avec les cookies, en fait, on sait vite savoir ce qui se passe, tes habitudes d'achat, et donc on peut cibler un peu d'un point de vue marketing ce qui se passe dans ce qu'on te propose. Et donc ça, il y a des questions d'éthique en fait. Il y a des questions d'accessibilité parce qu'en fait, on part du principe que les gens n'ont pas tous les... C'est un peu comme des personnes handicapées pour les transports en commun. Il y a des problèmes d'accessibilité. Ça va être pareil pour le numérique. Tu peux pas envoyer un vocal à quelqu'un qui est sourd. Quelqu'un qui est sourd, s'il veut regarder une vidéo sur YouTube, il faudrait qu'il y ait des sous-titres. Mais tout le monde ne pense pas à mettre des sous-titres. Maintenant, tu as de plus en plus de vidéos. Par exemple, j'imagine l'Union européenne, si elle met une vidéo en ligne, il y a sûrement des sous-titres, parce que c'est plus accessible. Et alors, tu vas avoir plein de choses. Tu vas avoir des personnes qui sont daltoniennes, tu vas avoir des problèmes de contraste de couleur, tu vas avoir des personnes qui ont des handicaps moteurs. Moi, je suis daltonien, du coup. Un petit peu. Oui, mais c'est ça, mais il y a plusieurs façons. Pour la statistique, il y a 8% des hommes qui sont daltoniens et 0,5% des femmes. Donc, ça veut dire que... mais les femmes le transmettent souvent. Ouais. Enfin, moi, c'est mon grand-père qui était daltonien. Ok. Je l'ai transmis par ma maman. Ok. Je suppose, hein. Enfin, je connais rien en médecine, mais je sais qu'il y a une histoire avec les femmes ont un très faible taux de daltonisme. 0,5%. Et du coup, c'est souvent le grand-père, petit-fils et la maman au milieu qui va le transmettre. Ok. J'ai pas été assez étudié en bio, mais en gros, l'idée, c'est que t'as des personnes qui, pareil, en fait, pour la petite anecdote, le F de Facebook, il est bleu, parce que, en fait, Mark Zuckerberg est daltonien, et c'est la couleur qui voit le mieux en termes de contraste. Et alors, il y a aussi plein de choses, il y a les handicaps moteurs. T'as des gens qui, par exemple, je sais pas, tu fais une application, tu fais un site internet pour réserver des tickets de cinéma, et t'as quelqu'un qui est sur son GSM. Et t'as pas un site mobile. Et donc, en fait, t'as une page internet qui s'affiche sur ton GSM, enfin une page PC qui s'affiche sur ton GSM, et en fait, le bouton pour commander ta petite place de cinéma, il est tout petit. C'est pas une personne qui a un handicap moteur, elle va pas savoir toucher. Donc, il y a une question d'accessibilité. Et on parle aussi d'inclusivité. Inclusivité au sens que certaines personnes vont pas avoir les connaissances en fait numériques. Des gens qui savent pas utiliser les outils numériques. Ma grand-mère a 85 ans, elle a jamais utilisé un PC. Donc si tu lui dis ferme la fenêtre, elle va se lever, elle va fermer la fenêtre. Ferme autre chose. Non. Et t'as des personnes qui n'ont pas aussi accès aux équipements. Parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers d'avoir accès aux équipements, et donc il y a des enjeux en fait d'inclusivité pour tout le monde. Dans les unifs, par exemple, sans le savoir, l'université, en fait, elle est inclusive. Pourquoi ? Parce que quand un étudiant paye 800 € pour un Minerval, c'est cher, il a quand même accès à des salles informatiques, ou s'il n'a pas de PC, qu'il doit envoyer un mail, qu'il doit faire un travail, il y a des salles informatiques. En région bruxelloise, je ne sais pas s'il y en a ailleurs, tu as ce qu'on appelle les EPN, c'est des espaces publics numériques. C'est-à-dire que en fait, c'est des cybercafés qui sont ouverts à la population. Les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, il faut que les gens le sachent, donc c'est compliqué. Mais parce que moi, j'entends pas vraiment de cybercafé dans le coin où je peux aller. Non, il faut chercher. En fait, il faut savoir. Et il y a beaucoup d'informations aujourd'hui. Il y a tellement de trucs. Mais il faut savoir. Et ça, c'est vrai que c'est un problème. Mais donc voilà, numérique responsable, c'est vraiment ces 4 axes-là. Et là où en tout cas moi, mon expertise avec la SBL, c'est vraiment tout ce qui est Green IT, parce qu'en fait, le numérique a de plus en plus d'impact. On est super digitalisé dans la société, et donc on se rend pas compte en fait de l'impact que le numérique va avoir. Ouais, c'est ça. Au niveau des émissions de CO2, par exemple, moi, j'avais appris ça quand ton boss, du coup, était venu faire la conférence, et puis à la tienne, où c'était à Nexens Bazar, au cercle de Solvay. Voilà, je connais pas les chiffres, mais je suppose que tu les as, plus ou moins, mais c'est beaucoup plus qu'on le croit par rapport on pense au transport, etc., mais c'est beaucoup plus qu'on le croit. En fait, si tu veux... Alors, on va pas se mentir, il y a des industries qui, dans le monde... pollue beaucoup plus que l'informatique. C'est-à-dire que tu as la mobilité, le parc mondial de voitures, ça a un certain impact. Tu as tout ce qui est bâtiment dans le ciment, tu as le textile, donc tu as énormément de choses qui polluent. Mais effectivement, aujourd'hui, alors il faut aller regarder le rapport du Shift, le Shift Project. C'est quelqu'un, je sais pas si tu connais Jean-Marc Jancovici. Il passe pas mal à la télé, et en gros, le gars est prof à Paris Mintech, ou enfin genre une grosse école d'ingé en France, et le gars il est assez calé en fait, et ils ont donc il y a un think tank en fait qui s'appelle le Shift Project, donc lui il gère aussi Carbone 4, c'est une boîte qui fait c'est lui de... C'est ça, ils font des impacts carbone. En plus, il y a le Shift Project. Donc, le Shift Project, c'est think tank, ils font beaucoup d'études, et ils ont publié un rapport qui s'appelle The Shift Project, Lean ICT. Et donc, en fait, c'est les impacts de ICT, donc les TIC, technologies de l'information et de la communication. C'est pas que l'informatique, c'est aussi les communications. Et en fait, on est aujourd'hui à 4% des gaz à effet de serre mondiaux. Gaz à effet de serre, ça comprend généralement tout ce qui est carbone, mais il n'y a pas que le carbone. On parle souvent d'empreinte carbone parce que si tu veux, tu vas en avoir d'autres, des gaz à effet de serre, tu vas avoir du méthane par exemple, mais la plupart des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à l'homme,
c'est, je pense, à 2/3 du carbone. Ouais, et puis donc, on dit carbone pour simplifier aussi aux gens. C'est ça, en fait, c'est un peu l'étalon. On va donner des équivalences en termes d'émissions carbone parce qu'il y a tellement de gaz à effet de serre. L'idée, c'est comme quand on parle de l'or, tu vois, c'est une valeur qui permet de comprendre, et donc on parle d'équivalence carbone. Oui, donc 4% des gaz à effet de serre mondiaux, c'est 1/25e de l'empreinte environnementale, enfin de l'empreinte en termes d'émissions carbone ou gaz à effet de serre de l'homme, de l'humanité. Et en fait, t'es plus haut que l'aviation civile. Okay. Donc on parle souvent de moins prendre l'avion. Alors bien sûr, il faut moins prendre l'avion parce que voilà, mais on a quand même, en tout cas l'informatique aujourd'hui et l'ICT, ça a énormément d'impact. Ok. Bah c'est vrai, c'est ça, c'est pas le plus gros truc, mais c'est considérable et c'est pas négligeable. Et... En fait, là où on a un souci, c'est que ça augmente 2 fois plus vite que dans les autres secteurs. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que prendre l'avion, ça polluait, que la voiture, ça polluait, etc. Mais on s'est pas encore rendu compte qu'au niveau de l'informatique, il y a toujours une espèce d'opulence, en fait. Et c'est très compliqué de voir le déchet. Quand tu laisses un robinet ouvert, tu vois qu'il y a de l'eau qui coule. Quand tu manges pas toute ton assiette et que tu jettes à la poubelle, tu vois ce que tu jettes. Là où l'informatique, quand tu laisses tourner une vidéo, c'est très compliqué d'appréhender, de quantifier et d'appréhender en fait ce qui se passe. Pourtant derrière il y a tout un écosystème, il y a des équipements réseau, il y a des centres de données, il y a ta machine, il y a une consommation électrique. En Europe, l'informatique, c'est 10% de la consommation électrique finale. Donc c'est 1/10 de la consommation électrique. Alors est-ce que c'est beaucoup ? Oui et non, parce que tu vas aussi prendre en compte les télés, les smart TV par exemple, les frigos intelligents, etc. Mais oui, ça augmente en fait. Ok. Du coup, toi, tu travailles à Licit. À Licit, ouais. Licit, ouais. Et du coup, t'as parlé un peu, mais vos objectifs concrètement, c'est, qu'est-ce que vous faites pour Alors, si tu veux, toi, ton job, c'est quoi Alors, moi, je suis business developer. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer la SBL. Donc, à la base, comment ça se passe ? Mon boss avait, il a fait Olivier que tu as rencontré, Olivier Gaines, il a fait toute sa carrière en informatique. Donc pour des boîtes comme Ingenico, Reclear ou quoi. Il a géré des équipes IT, et puis un jour, il s'est rendu compte qu'il y avait de l'impact. Et donc là, il s'est dit, ok, bon, je dois faire quelque chose. Et il a voulu agir, il s'est fait former en France notamment. Et il a fait de la consultance au début. Le gros problème de la consultance, c'est que c'était accessible qu'aux grosses boîtes, parce que ça coûte beaucoup de sous. Et donc il s'est dit, ok, on va changer d'approche, et il a fondé en fait la SBL. Il y a déjà un institut en France, donc l'Institut du numérique responsable à la base, c'est en France en 2018. Celui en Belgique est né en octobre ou novembre 2020. Et c'est inspiré directement de la France, du coup. C'est ça. C'est clairement... Vous êtes liés, vous travaillez ensemble ? On travaille ensemble. Donc, tu as un institut en France, en Belgique et en Suisse. Et l'idée, c'est d'aller plus loin. Et ça, on verra. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'objectif, c'était que les gens prennent conscience de ça. Et comme dans l'opinion publique, pour l'instant, la maturité est extrêmement faible. Là où on va avoir le plus de taf pour l'instant, c'est vraiment au niveau de sensibiliser. Et donc ça, c'est vraiment le boulot de la SBL. On va sensibiliser, mais le problème, c'est que pour le faire, on a besoin de se financer. Et donc, on marche par adhésion avec des membres. Donc on travaille avec des services publics, on travaille avec des entreprises, on travaille avec des associations, ou même des universités ou des hautes écoles. Par exemple, on a la Haute École Léonard de Vinci qui est membre, l'EFEC qui est membre, la KU Leuven, l'ULB, UCL, HEC Liège. C'est du beau monde, ça. C'est du beau monde. Et alors, du coup, l'idée, c'est vraiment de servir de point de référence. Donc, c'est vraiment servir de point de référence. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir, en fait, des entreprises qui peuvent peut-être prendre contact avec des services publics. Peut-être qu'il y a des associations qui peuvent aller faire des speeches dans les entreprises pour expliquer certains aspects. Donc, nous, on essaie de servir de point de référence, en fait, et que tout le monde puisse se rencontrer et qu'on crée une communauté autour de ça. Et qu'il n'y ait pas juste les entreprises d'un côté qui taffent et les associations, les ASBL de l'autre qui taffent. Donc on est une ASBL, mais on travaille un peu comme une start-up en essayant de vraiment créer ce réseau de connaissances. En France, par exemple, tu vas avoir des étudiants de l'Université de La Rochelle qui vont parler parfois avec des membres de la Belgique, tu vois. Donc c'est vraiment monter en compétence, que tout le monde puisse s'y connaître un peu. Promouvoir les bonnes pratiques, on crée des outils. Ouais, on en parlera après, ça, de toute façon. Ça, sans problème. Je te propose qu'on rentre dans le vif. Je dis pas que c'était abstrait, mais on rentre dans le concret avec... quand on pense à numérique, on pense à téléphone, ordinateur, tout ce qui est équipement. On parlera de l'impact des usages après. Parce que celui-là, je le trouve un peu plus vicieux, mais c'est moins clair, je trouve, comparé à l'impact, tu vois, des téléphones où on en entend plus parler. Ouais. Mais on en viendra, on en parlera après. On va y venir, mais c'est assez... T'inquiète pas, on a des pincettes. Mais du coup, dans l'impact des équipements... je sais pas si tu peux me parler des sources qui ont le plus d'impact. En fait, c'est pour ça qu'on parle souvent de... Enfin, moi, ça me tient à cœur de pouvoir toujours expliquer la hiérarchie des impacts. Je pense que c'est ce qui pose le plus de problèmes, en fait. Quand on parle d'impact du numérique, beaucoup de personnes nous disent « Ouais, il faut supprimer ces mails. » C'est bien de le faire parce que sur une grande échelle, ça va avoir un impact.
mais c'est un impact marginal, très minime comparé en fait à l'impact des équipements. Mais on va voir que c'est lié. En fait, comment ça se passe aujourd'hui ? L'impact principal, c'est d'abord les équipements des utilisateurs. Effectivement, on va prendre en compte le fait que tu aies un GSM, un PC portable, un baffle Bluetooth, un casque Bluetooth. Des micros, des micros, mais ouais, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais ouais, effectivement. Ouais. Et donc il y a beaucoup c'est pour le bien de l'humanité qu'on le fait. bien sûr. Et en fait, tu as beaucoup d'équipements. Et le gros souci qu'on va avoir, donc ça, on va parler des équipements dans un premier temps. Ensuite, tu as les équipements réseau et tu as les centres de données. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'informatique, c'est un écosystème. Si tu veux utiliser ton GSM pour regarder une vidéo YouTube, bah, tu dois te connecter en 4G, en 5G, ou connecter au Wi-Fi pour pouvoir accéder à une donnée qui est stockée quelque part. Et donc, en fait, tu utilises tout l'écosystème. Donc, des centres de données, des équipements réseau et des équipements utilisateurs. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans la hiérarchie, ça va être d'abord les équipements des utilisateurs. C'est le plus gros, c'est ce qui a le plus d'impact au niveau mondial. Ensuite, ça va être plutôt la consommation électrique de tout le réseau. Équipements réseau et centres de données. Et puis, en dernier lieu, ça va être la fabrication des équipements réseau et des data centers. Pourquoi, en fait ? Principalement parce que les constructeurs, type GAFAM, type Google, qui vont te vendre des services de cloud ou de stockage ou qui gèrent ces centres de données, et n'importe quelle entreprise qui a un centre de données a un intérêt à prolonger un maximum la durée de vie de ces équipements. Parce que ça leur coûte moins cher. Ils ont un intérêt à optimiser la consommation électrique des bâtiments, parce que ça va leur coûter moins cher. Ils font des économies. Pour les équipements utilisateurs, c'est différent. Pourquoi ? Parce que nous, on est plus dans cette espèce de marketing, de l'innovation, de « Oh, GSM, il est neuf ». On peut citer l'iPhone, on est à 13 iPhones en 15 ans. On a des cycles d'innovation qui sont très rapides. Aujourd'hui, les gens changent de PC tous les 3, 4, 5 ans. Certains plus, mais tant mieux. Mais les GSM, pareil, ça va très vite. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est pas... Enfin, tu vois, c'est pas toujours un... Enfin, ça reste un choix, mais évidemment, typiquement, moi, j'avais un ordi qui était un peu une grosse brique que j'avais depuis quelques années parce que j'utilisais pas en cours, je mettais à la main. Et puis, Covid est arrivé, j'ai dû m'acheter un nouveau PC parce que les cours en ligne, je pouvais... Tu vois, genre, mon PC, c'était vraiment un vieux bazar que j'utilisais juste pour Word hors ligne, limite. Et là, enfin voilà, c'est pour ça que je dis on a toujours le choix évidemment, mais il y a aussi le truc où parfois on est dépassé par les événements en tant que si on ne connaît pas trop ce qu'il y a derrière et on achète. Et... C'est un gros souci. En fait, aujourd'hui, donc pour revenir sur la hiérarchie et pour donner plus de contexte, on a dans le monde environ c'est les chiffres, mais c'est green80.fr, Frédéric Bordage, c'est environ, selon l'étude de 2019, 65 millions de serveurs dans le monde, 1,2 milliard d'équipements réseau. Donc j'ai un routeur Wi-Fi par exemple. Enfin, combien de personnes ont une box Wi-Fi chez eux ? Il y a même des gens qui en ont 2. Ouais, mais il y a combien d'équipes ? Enfin, il y a combien d'abonnements Proximus rien qu'en Belgique ? Donc c'est énorme. J'ai les chiffres, après, si tu veux, j'ai les chiffres du parc informatique européen, c'est assez impressionnant. Je t'en prie, balance les chiffres. Tu veux les chiffres ? Ok. Et donc, je reviens à 1,2 milliard d'équipements réseau. Et puis après, on a quand même environ 34 milliards d'équipements utilisateurs. On est 7 milliards d'humains sur Terre, donc tu es à peu près, je pense, à 7 équipements, 7 par personne. Il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins. Il faut bien se rendre compte qu'en fait... Il y en a qui n'en ont pas du tout. C'est ça, donc c'est la façon de dire qu'il y en a qui ont beaucoup et il y en a qui n'ont pas beaucoup. Donc c'est principalement les pays fort digitalisés comme la Belgique. Alors là, j'ai les chiffres pour l'Europe. Donc le parc, c'est une étude Green FA, donc c'est le groupement des Verts au Parlement européen. Ils ont fait une étude. Alors c'est des chiffres approximatifs, donc là on prend la moyenne, pour environ 513 millions d'habitants en Europe, on est à 273 millions de PC, 156 millions de tablettes, 473 millions de smartphones. Mais donc 473 millions de smartphones sur 513 millions d'habitants, en sachant qu'il y a des personnes âgées ou il y a des enfants, donc tout le monde en fait. 125 millions d'ordinateurs de bureau, 54 millions de moniteurs, 225 millions de TV, 208 millions de boîtiers TV, 321 millions de téléphones fixes, 127 millions d'imprimantes, 587 millions de clés USB, et 1873 millions. Avec les USB, donc c'est énorme. Ouais, c'est plus de clés USB que de smartphones, quoi. Enfin, c'est logique, et plus que d'habitants. Et plus que d'habitants. Ouais, c'est ça. Et 1,8 milliard d'équipements IoT. Donc des caméras. Donc en fait, là où il y a en fait, c'est de là que vient l'impact. C'est principalement les équipements des utilisateurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut les produire. Et c'est généralement à la production qu'on a énormément d'impact. Je vais prendre un exemple, c'est les chiffres d'Apple. Donc tu vas sur le site d'Apple. Si on prend un iPhone 11, donc c'est sur le site d'Apple, tu as le truc Sustainability. Ils ont fait un rapport pour la durée de vie moyenne d'un iPhone 11. En fait, 80% de l'empreinte carbone, elle vient de la production. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'impact qui vient de la fabrication ? C'est parce qu'en fait, dans nos smartphones,
dans nos PC, on a énormément de matières premières. On a énormément de terres rares, de métaux et de métaux rares. Si tu prends un GSM, n'importe lequel, le tien, le mien, on a environ 60 à 70 éléments du tableau de Mendeleïev. Ouais, j'avais entendu ça, c'est fou. T'as 2/3 en fait du bazar. Et en fait, ils ont tous des... Alors, c'est tous des métaux qui ont tous des propriétés spécifiques. Donc, par exemple, si je prends l'exemple du cuivre, le cuivre, ça va être utilisé pour la dissipation de chaleur. Généralement, quand tu as un ordinateur qui va chauffer, parce que tu as une puce, parce que tu as un CPU, un GPU, donc un processeur ou un processeur graphique, ces trucs qui chauffent parce qu'ils font du calcul, il faut dissiper la chaleur. Et donc, en fait, tu vas avoir une barrette de cuivre qui va prendre cette chaleur, qui va la dissiper, avec les ventilos qui vont faire sortir la chaleur. Donc les gens ne savent pas forcément que tout ce qui est refroidissement, c'est du cuivre. Alors j'ai 2-3 trucs ici, je vais quand même tricher parce que je ne connais pas tout, mais par exemple, si je prends le cuivre, mais donc les propriétés, ça va être tout ce qui est... Voilà, donc cuivre, ça va plutôt être conductivité électrique, conductivité thermique et malléabilité. Tu vas avoir de l'or, ça va être plutôt résistance à la corrosion, résistance à l'oxydation, conductivité électrique. Et alors, ça va être la même chose pour à peu près tous les métaux que tu as là-dedans. Et en fait, c'est vraiment là où on a énormément d'impact, c'est le fait qu'on doit aller chercher toutes ces matières premières pour pouvoir produire nos équipements. Et donc, comme on a plus d'équipements utilisateurs, c'est là qu'il y a le plus d'impact. On va faire une petite analyse du cycle de vie d'un smartphone. Qu'est-ce qui se passe ? Je veux produire un iPhone ou n'importe quel GSM. On va essayer de pas trop tada sur Apple. Je dois produire un GSM. Bah tu peux, hein. Ok. Non, mais moi je suis pas pro Apple, hein, juste. Mais en soi c'est la même chose. Apple ou Samsung, n'importe. On va être sur la même chose. Qu'est-ce qui se passe ? La première chose c'est le design. Donc on va réfléchir à ce qu'on va faire. Est-ce qu'il va être réparable ou pas ? T'as des trucs comme le Fairphone qui vont être super réparables. T'en as qui vont être moins réparables. Parfois pour une question d'avantage marketing ou de renouvellement ou que sais-je. Qu'est-ce qui se passe ? Tu fais un design, tu dis ok, il me faut ça, un appareil photo, de la RAM. Okay. Tu vas chercher tes matières premières. Où tu vas les chercher, en fait, c'est l'extraction minière. Tu vas avoir besoin de cobalt pour ta batterie, du lithium, et tu vas avoir besoin de tous ces éléments. Le gros problème qu'on a avec ça, c'est que c'est des terres et des terres rares et des métaux rares. Ça veut dire quoi ? On va prendre l'exemple de l'or. Tu trouves pas un lingot d'or dans le sol. Tu trouves des petits bouts d'or. Et puis après, à un moment, tu vas fondre tout ça et tu vas avoir ton lingot d'or. C'est pareil pour toutes les autres terres rares. Et tous les métaux rares. Et donc le problème, c'est qu'il faut les extraire des énormes quantités. On peut prendre l'exemple à Charleroi des terrils pour le charbon. On a des trucs qui sont encore en plus faible quantité dans le sol que le charbon. Des trucs qui sont à 0,1%. Donc c'est-à-dire que tu vas retirer une tonne, tu vas avoir peut-être 1 kilo. Tu vois. Donc il faut vraiment retirer énormément de trucs. Ensuite, il va falloir les purifier en fait tous ces métaux. Isoler en fait ces métaux. Donc tu vas avoir des procédés physiques, chimiques. Tu vas chauffer tout ça extrêmement fort avec des fours extrêmement puissants, tu vas consommer énormément d'énergie pour purifier et pour avoir ne serait-ce que les matières premières. Une fois que tu as les matières premières, là seulement tu peux construire les composantes. Et que tu viens de défoncer une partie d'un pays, quoi. Ouais. En fait, le gros problème, c'est que tu as... alors, c'est des trous... Et il faut les regarder, c'est des trous immenses. Il faut regarder Systex, S-I-S-T-E-X. C'est des ingénieurs miniers en France. Aurore Stéphan a fait des interventions incroyables. Et c'est fou parce que tu vas aller utiliser des produits chimiques qui vont être ultra acides, ultra toxiques. En fait, c'est fait carrément aux abords des mines. Donc, aux abords des mines, tu as des quantités phénoménales d'eau polluée. Le traitement est fait direct à côté. Quoi. Donc, tu as des quantités phénoménales d'eau. Au cas où ils n'avaient pas assez pris cher déjà avec les tailles. Ils le font directement là. C'est ça. Tu vois, ils le font sur place et on le fait pas en Europe parce que on a exporté tout ça. Et tu vas purifier tout ça. Et en fait, aux abords de ces mines, tu as des espèces de lacs d'eau polluée. Le problème, c'est que ça peut être dans les nappes phréatiques, ça peut être dans les sols. Si les barrages cassent, que le lac casse, ça se retrouve dans la faune et la flore avoisinante. Donc il y a pas mal de scandales dans les pays, notamment les pays d'Afrique du Sud, où en termes de conditions sanitaires et autres, c'est pas super respecté, où en fait tout est super pollué. En Chine aussi, ils produisent énormément de terres rares, énormément de trucs où tu fais plus rien pousser. Ils importent l'eau, ils importent la bouffe parce que en fait, c'est ce qu'on appelle du dumping environnemental en fait. Okay. Dumping social, dumping environnemental. On va dans les pays produire ce qu'on a besoin, là où les conditions sanitaires, les conditions environnementales sont pas dingues, vraiment, elles sont au sol. Et c'est moins cher là-bas et on le fait là-bas. Et alors ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as ça, tu peux construire tes composantes. Un processeur d'Intel, il faut une énergie folle. Vraiment une énergie folle pour faire des processeurs, les microprocesseurs, les cartes graphiques. Et donc on te fait ton PC. Et puis seulement, ça arrive dans le magasin à la Fnac, après avoir pris l'avion éventuellement, ou le bateau. Et puis c'est utilisé, mais c'est utilisé pour 1 an ou 2, au plus. Et donc c'est ça le gros problème, c'est qu'en fait, si je te dis par exemple qu'un iPhone 11, 80% de son empreinte environnementale est faite
à la production, c'est parce que ça a été calculé sur une durée de vie moyenne. Et si tu doubles la durée de vie, le bénéfice en termes d'amortissement du coût environnemental est énorme. Et donc aujourd'hui, on a ce problème de surconsommation des produits connectés. Mais ça, c'est quelque chose de très consumériste, en fait. C'est vraiment le marketing qui te fait acheter ça. Tu parlais d'obsolescence, tu as l'obsolescence hardware, logiciel aussi, des trucs qui sont de plus en plus lourds, parce qu'en fait, on fait de l'innovation. Ouais. On a des trucs qui sont toujours mieux, on est à quoi? Les iOS sur Apple, ça va de plus en plus vite. Là, on est à Windows 11, tu vois, mais genre, par exemple, sur Windows 11, si tu as un processeur qui est pas de la 8e génération, c'est pas supporté. Moi, le PC que tu vois là, il a 2 ans. C'est un i7 8e génération. Il a Windows 11. Là où un PC avec un i7, de 7e génération, tu vas rester sur Windows 10. Et donc, effectivement, tout va beaucoup plus vite. Avant, tu t'en sortais avec 8 Go de RAM. Maintenant, si tu veux être confort, tu sais que tu prends 16 Go de RAM sur un PC parce que tu vas pouvoir... Et donc, c'est l'innovation, c'est le marketing. Et le gros souci qu'on a avec ça, c'est du coup, on y vient, c'est tout ce qui est effet rebond. Les effets rebonds, c'est quoi? C'est l'idée de dire que à chaque fois que tu as une avancée technologique et que ça donne une efficience ou un gain en efficacité, tu vas avoir un espèce de contre-coup, une conséquence qui fait on va surconsommer le truc. Okay. Et le gain qu'on a eu à optimiser le process et optimiser l'utilisation des ressources, en fait, il va être complètement contrecarré par la surconsommation que ça entraîne après. Je te donne un exemple. Je t'en prie. Le cas de la Suisse. Entre 1990 et 2005, donc en 15 ans, la masse d'un smartphone, la masse d'un GSM a été diminuée par 4. Ça veut dire que si avant un GSM faisait 4 kilos, en 2005, il n'en faisait plus que 1 kilo. Donc la quantité de matières premières a été réduite, c'est génial, on utilise moins de matières premières pour produire le smartphone. On a amélioré le process. Du coup, on utilise moins de ressources, c'est bien. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on a rendu les GSM plus accessibles, parce que moins cher du coup. Ouais. Donc plus de gens ont pu l'acheter. Ouais, et puis c'est plus facile à trimballer. C'est ça. C'est comme la voiture. Avant, c'était sûrement, il y a 100 ans, c'était impayable. Aujourd'hui, tout le monde sait s'acheter une voiture parce qu'on a des chaînes de production, on a le Fordisme qui fait qu'on arrive à mieux produire la ressource. Et c'est comme si demain, je te dis que les pâtes coûtaient 2 fois moins cher parce qu'on avait amélioré la façon de les produire. Les gens mangeraient beaucoup plus de pâtes. Donc en fait, on consommerait beaucoup plus de pâtes. Et donc, pour le cas de la Suisse, malgré le fait qu'on ait réduit par 4 à l'unité la quantité de matières premières nécessaires, en fait, la masse totale de smartphone en termes de poids a fait x8. Et donc ça veut dire que c'est un rapport de 32, en fait, c'est 4 x 8. En fait, on a vendu 32 fois plus de smartphones. Et donc c'est ça le problème en fait, l'informatique, c'est pareil. Avant, c'était impayable. Maintenant, c'est abordable, mais donc tout le monde en a. Mais donc on utilise énormément de terres rares. Et en fait, il faut qu'on parle de croissance verte. Les terres rares, c'est ça, en fait. Quand on parle de croissance verte, quand on parle de transition énergétique, c'est qu'on passe des énergies fossiles, type voiture thermique, voiture à essence, aux voitures électriques. C'est la transition énergétique. On passe du charbon à l'électricité, par exemple. Et donc, on passe, du coup, à tout ce qui est avec une batterie, donc GSM, mais c'est PC. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les voitures électriques, le photovoltaïque, l'éolien. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? C'est qu'en fait, on va chercher énormément de terres rares. Le lithium, on en bouffe. Le lithium, on en bouffe. Le cobalt, on en bouffe. Il faut aller chercher beaucoup d'énergie. Mais ce qui est débile, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, en Europe, la Belgique, elle se targue d'avoir de l'énergie verte, on a de l'éolien, on a du photovoltaïque, on a un peu de voiture électrique, c'est génial. Le problème, c'est que tout ça, on les produit en Chine. Et là-bas, en Chine, le mix énergétique, c'est du charbon. Ouais, donc on roule à l'électrique. Notre électrique, elle roule au charbon, quoi. En fait, c'est ça. Oui, c'est ça, transformer le truc. Oui, c'est ça. Et il faut parler d'énergie primaire, d'énergie finale. L'énergie finale, c'est l'électricité. Mais aujourd'hui, quand tu veux faire de l'électricité, il te faut une centrale nucléaire, ou il te faut une centrale à charbon, ou du gaz. Mais donc, in fine, c'est ça le gros problème. En fait, il faut lire, tu me demandais une référence, il faut lire le bouquin de Guillaume Pitron. Je l'ai en haut. C'est génial, c'est La guerre des métaux rares. Okay. Et ça explique vraiment, en fait, toute cette transition énergétique. Ça explique que pour faire une Tesla, aujourd'hui, au plus tu veux une voiture qui a une grosse batterie et qui a donc une grosse autonomie, au plus il faut aller chercher les terres rares. Et donc, il y a un ratio qui se fait, je pense que c'est 80-20, c'est pas vraiment la loi de Pareto, mais ça ressemble. Une voiture thermique, ça va être 20% d'impact à la production, en moyenne, et 80% à l'utilisation. Pourquoi ? Parce que c'est de l'essence et ça pollue à l'utilisation. Là où la voiture électrique, ça va être 80% à la production et puis 20% à l'utilisation. Mais 20% à l'utilisation quand même, parce que l'électricité, il faut la produire. Et ce qui se passe, en fait, c'est que, je pense que, alors, dans le livre de Guillaume Pitron, il dit, je pense que pour qu'une voiture, pas un 4x4 non plus, mais pour qu'une voiture relativement classique, une voiture électrique soit mieux qu'une voiture thermique, il faudra qu'au moins la voiture électrique elle ait fait, je pense, 80 ou 90 000 km. J'avais vu une vidéo aussi, ça s'appelait
Mince, j'ai oublié comment il s'appelait. C'était une vidéo sur la voiture électrique aussi, il montrait avec des graphes et tu vois que oui, il faut un certain temps et que si tu roules pas du tout avec ta voiture, si tu roules très peu avec ta voiture électrique, bah t'auras fait, ce sera autant dégueulasse que d'avoir acheté une voiture essence, quoi. C'est vraiment l'idée que au final, il faut faire attention à la production. On parle d'analyse du cycle de vie, voir en fait toutes les étapes et qu'est-ce que ça coûte. Effectivement, à l'utilisation, ton GSM, l'électricité, ça consomme rien, la voiture électrique, ça consomme rien. Mais si tu prends en compte la production, bah là on a un réel impact et il faut voir ce que ça donne. Les gens disent ouais, mais du coup est-ce qu'il faudrait pas, par exemple si tu dis ouais, demain je change toutes les voitures thermiques dans le monde à essence, diesel, par des voitures électriques. Bah effectivement, une fois que c'est produit, en théorie ça consomme moins, mais le problème c'est que pour produire des millions et des millions de voitures, bah, on va dépenser énormément d'énergie, on va polluer énormément, et donc c'est le problème du techno-optimisme. On pense toujours que nouveau c'est mieux, que la technologie va nous sauver. La croissance sauve tout le monde. Et c'est les entrepreneurs sauvent tout le monde. Aujourd'hui on a un souci, c'est que c'est pareil avec un GSM, on te dit, ou un PC, le MacBook M1 avec la puce M1, mais effectivement la consommation énergétique est vraiment réduite. C'est vraiment un truc qui est plus efficace, plus efficient. Le problème, c'est que si tu veux changer ça, bah en fait, tu consommes énormément la production. Et on a des cycles d'innovation trop rapides. Et donc, ça crée de l'obsolescence. Parce qu'en fait, c'est une course, c'est une fuite en avant. Il y a souvent une phrase qui dit, c'est développement durable, on sait où on veut aller, on sait pas comment. Et l'informatique, c'est on sait pas vraiment où on va. Mais en tout cas, on y va, quoi. Il n'y a pas vraiment de sens. On améliore et puis... Ouais, c'est comme les bagnoles, en fait, tu peux faire une métaphore avec les bagnoles de course. À quoi ça sert de faire des bagnoles qui roulent à 400 si c'est limité à 120 ? Et l'informatique, c'est pareil, on a des trucs ultra puissants, mais pourquoi en fait ? Michel Sardou, il aurait pas aimé ça. Je sais pas si t'as vu, il est horrible, c'est le gros boomer du siècle. Et, j'ai vu une interview de lui tantôt où il disait qu'on peut plus rouler à 200 maintenant sur l'autoroute et que c'est une époque de merde. Ouais, c'est triste. J'ai pas toujours respecté la loi non plus, mais je veux dire, je comprends. Mais après, c'est ça le problème, c'est les libertés individuelles qui sont. C'était juste pour foutre une pique à Sardou. Parce que ok. Mais donc voilà, vraiment, c'est vraiment cette idée de croissance verte. Attention en fait aux technologies, aux nouvelles technologies. C'est pas forcément la solution. Et donc, c'est vraiment au niveau des équipements qu'on doit faire qu'on peut faire un effort. Et c'est pas toujours le grand méchant loup, c'est pas souvent le centre de données. On pense que c'est le centre de données, mais en fait pas vraiment. Oui, c'est ça. Moi, on me parle tout le temps de data centers évidemment, les data centers bouffent de l'énergie avec tous ces... Enfin, il faut quand même les refroidir, etc. Ouais. Mais, toi, tu l'as dit, il est en 3e dans ton... C'est en dernier dans les impacts au niveau mondial. C'est vraiment le fait qu'on ait énormément d'équipements utilisateurs. Il faut réussir à avoir moins d'équipements ou les garder plus longtemps. Donc, mutualiser un maximum. T'as pas besoin... Si tu peux avoir un GSM qui fait GPS, iPod... Enfin, maintenant, c'est le cas, mais qui t'évite d'avoir une caméra, qui t'évite d'avoir un micro. Enfin, tout plein de trucs, par exemple. Il y a moyen, essayer de garder son GSM ultra longtemps. C'est le mieux à faire. Ouais, moi, le mien, il tient. Mais là, il commence à... Tu vois, c'est le bon vieux Android où à chaque mise à jour, j'ai de moins en moins de place sur mon téléphone, tu vois. Ouais. Du coup, ça devient... Enfin, après, moi, en fait, le truc, c'est que j'ai mon iPad qui fait... Enfin, voilà, j'ai acheté un iPad, du coup. Mais mon iPad, je fais tout avec. Donc, c'est pour ça que je peux garder mon téléphone plus longtemps. Ouais. Mais c'est clair que si j'avais pas de tablette, j'aurais dû acheter un téléphone il y a 3 ans parce que j'aurais pas réussi à suivre avec tout ce que je fais, tu vois. Il y a moyen de faire attention à l'achat, ça on pourra en parler après dans les solutions qui existent ou dans les bonnes pratiques. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est-à-dire que ça va toujours plus vite et effectivement on sait pas pourquoi ça va plus vite. Et nous on a eu un gars qui disait ouais, moi j'ai un iPhone 4, il marche très bien, mais j'ai appris que WhatsApp serait plus supporté. Je parle avec mes petits-enfants sur WhatsApp, j'ai pas envie de devoir changer de GSM. Mais malheureusement, ça, son iPhone 4, il est obsolète. Et pourtant, un iPhone 4, c'est quoi ? C'est 8 ans ? Ouais, je sais plus. Ouais, je sais pas. J'ai pas eu d'iPhone, du coup, j'ai pas suivi. Non, c'est plus, ça doit être 10 ans quand même. Ça doit être 10 ans. Mais donc, c'est quand même pas mal, 10 ans. C'est beau. Si tu gardes ton GSM 10 ans aujourd'hui, c'est beau. Mais effectivement, le problème, ça va être le stockage. Et ça va avoir un impact partout. Et c'est là où, en fait, on peut faire le lien entre les données et les hardware. C'est-à-dire que si demain, tu veux avoir toutes les vidéos de YouTube en 4K, il va te falloir beaucoup plus de centres de données. Pour faire transiter toutes ces informations, il te faudra beaucoup plus d'équipements réseau. Et puis après, il te faudra éventuellement beaucoup plus de place sur ton GSM pour pouvoir la regarder. Il te faudrait une meilleure antenne 5G, ou il faudra peut-être de la 5G et plus de la 4, ça plus suffisant. Donc ouais, il y a des enjeux d'innovation forcée et d'obsolescence par l'innovation. C'est compliqué. Et oui, t'en as parlé.
enfin à l'ICIT, vous faites, toi t'es vraiment dans tout ce qui est green IT, etc. Ouais. Mais aussi tout l'axe, on en parlera après quand on parlera d'accessibilité, mais juste pour faire un petit mot sur l'extraction minière, etc. Il y a aussi l'impact humain qui est honteux, quoi. C'est vrai. Donc en fait, il faut bien se rendre compte qu'à chaque fois que tu as des impacts environnementaux, tu as aussi des impacts sociétaux, enfin humains. Donc si on revient sur l'analyse du cycle de vie, donc à l'extraction, tu vas avoir des conditions de travail dans les mines qui sont pas incroyables. Tu vas avoir du travail forcé ou du travail d'enfants dans les mines, principalement au Congo pour tout ce qui est cobalt. Je pense qu'il faudrait que je vérifie les chiffres, mais normalement il y a un rapport d'Amnesty International qui est assez intéressant. Et je pense que c'est 50% du cobalt mondial qui vient du Congo et 20% de mines artisanales au Congo. Donc si tu fais le calcul, en fait, 10% du cobalt mondial, ça vient de mines artisanales au Congo. Et donc, c'est chaud. En plus de ça, tu as des pays où on vit dans le monde de l'avantage comparatif et du capitalisme. Et donc, il y a des zones où, si c'est là, sur ce lopin de terre dans le monde où on produit les patates au prix le moins cher, t'inquiète pas qu'on va produire des patates. Et c'est pareil là-bas. Là-bas, c'est l'extraction minière et si tu veux faire autre chose, c'est pas forcément rentable et donc t'es un peu obligé de le faire. Il y a des pays, par exemple l'Afrique du Sud, où, parce qu'il y a les économies d'échelle, avantages comparatifs, etc., où là-bas, si tu veux par exemple être agriculteur, c'est pas rentable. Pourquoi ? Parce qu'ils vont importer des États-Unis du blé et donc ça sert à rien de faire ton business. Donc le seul truc qui vaut le coup, le seul truc où il y a moyen de bosser, en fait c'est la mine. Et donc en fait par la force des choses, par le système économique, tu te retrouves coincé à faire ce boulot-là. Ensuite il y a les conditions de travail dans tout ce qui est production, donc dans les pays d'Asie principalement, où les conditions de travail ne sont pas les mêmes qu'en Europe. On va pas aller dans les trucs, mais on pourrait même parler de Ouïghours. Enfin, c'est un exemple qui est plutôt criant. C'est l'idée que dans certains pays, tu as ce qu'on appelle, et j'en parlais, dumping environnemental. Quoi ? Ouais. Apple, je sais pas, j'en sais rien. Non, je sais qu'il y a eu une histoire, des rumeurs qu'ils ont démenties, mais où 7 de leurs fournisseurs travailleraient avec des Ouïghours. Ok. Mais donc, tu as des impacts sociaux et dumping social, en fait. C'est pas les mêmes conditions de travail qu'en Europe. Et donc, il y a des impacts, puis des impacts à l'usage. Ça, on en parlera plutôt après. Ouais. Et puis, à la fin de vie aussi. On n'en a pas parlé, en fait. Si tu veux, les déchets et tout. Les déchets, ouais. En fait, les déchets électroniques, généralement, comme c'est des matériaux composites, il faut les recycler. Aujourd'hui, sur les 60 métaux que tu vas avoir dans un GSM, en fait, il y en a que 17 qui sont vraiment recyclés. Et parfois, il y en a, c'est recyclé, mais à moins de 1%, en fait. On récupère moins de 1%. Mais c'est fou. Parce que ça veut dire qu'en fait, tout ça, c'est perdu, quoi. Il n'y a pas d'économie circulaire avec les terres rares. Il n'y a juste pas. C'est pas récupéré. En tout cas, l'aluminium, par exemple, ça se récupère très facilement, mais il y a d'autres trucs où tu récupères vraiment zéro parce que la technologie n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe avec la plupart des déchets ? Interpol dit 60%, Greenpeace dit 90%, mais donc on est environ à 75% si on fait la moyenne grossière des choses. 3/4 des déchets électroniques, en fait, passent par des trafics illégaux, des mafias. En fait, comment ça se passe ? T'as la convention de Bâle. La convention de Bâle, c'est un truc qui dit qu'en fait, t'as pas le droit d'exporter des déchets dans les autres pays. Pas que électriques. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, ils arrivent à contourner tout ça. Et ils disent, ouais, mais non, en fait... PC, c'est pas un déchet électronique, c'est de la pièce détachée. Je fais de la vente, en fait. Là, je fais du commerce de pièces détachées, en fait. Parce que même si la carte mère, elle est morte, il y a peut-être encore une carte réseau qui marche, ou une carte son dedans qui marche, ou peut-être une barrette, un truc que tu peux réutiliser. Et donc, en fait, ils contournent les lois internationales et ils t'envoient ça dans des pays en voie de développement comme le Ghana. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ils vont brûler ça dans des décharges à ciel ouvert. Et ils vont juste brûler, en fait, les carcasses de PC. Sympa. Et ils vont récupérer le cuivre. Pourquoi ? Parce que quand tu brûles, en fait, il n'y a que le métal qui reste, le plastique, ils font. Mais tout ça, ça va dans les poumons. Donc, d'un point de vue sanitaire, c'est horrible. Pollution des sols, pollution des eaux. Il faut regarder la plus grosse ville. Il faut taper Ghana déchets électroniques. Ah ouais, j'ai des potes qui avaient fait un travail là-dessus. C'était horrible. C'est une folie. Il y a un reportage qu'il faut regarder qui s'appelle Welcome to Sodom. SODOM. Okay. Et en fait, pareil, là-bas, ils n'ont pas le choix. Ils vivent de ça. Ils vendent des kilos de cuivre qui ont été brûlés. Ils vont vraiment brûler ça. C'est vraiment horrible. Et donc, effectivement, il y a des impacts sociaux à toutes les étapes du cycle de vie. Et on en parlait, par exemple, avec l'inclusion et l'accessibilité. Il y a des impacts à l'usage. Mais il y a aussi des impacts pour les métiers de l'informatique en termes de santé, de bien-être. Des gens qui passent une journée sur un PC, ça, c'est aussi quelque chose. Enfin, ça devient un problème, en fait. Donc ça, on pourrait un peu en parler après sur les aspects bien-être, si tu veux, ou santé. Je te propose qu'on passe aux impacts des usages, en fait, avant de parler de tout ce qui est bonne pratique à adopter et que tu nous fasses ton petit speech. Cours. C'est ça. Ah ouais. Mais donc voilà, impact des usages, il y a tout ce qui est vidéo, site web. Ouais. En fait, je te laisse en parler. Donc, c'est toujours l'idée que forcément,
Si on a des équipements, si on a des GSM, si on a des centres de données, des équipements réseau, c'est effectivement parce qu'on parle de technologie, de l'information, de la communication. On communique en fait avec tout ça. On s'envoie plein de trucs. Alors si avant il fallait peut-être 1 heure pour envoyer un mail, la technologie a bien évolué, fait rebond. Ça a été du coup mainstream. Du coup, tout le monde aujourd'hui sait communiquer. Alors si avant c'était juste un SMS avec des technologies comme la 2G, avec la 3G on a pu commencer un petit peu à faire autre chose, puis 4G on a commencé déjà à faire plus, et puis 5G maintenant ça augmente. 5G, et donc, on est contrôlé par le gouvernement. Peut-être, je ne sais pas, mais je ne rentre pas dans ce débat-là. Mais il y a de plus en plus de données qui sont échangées, les données sont de plus en plus lourdes. Je suis pas anti-vaccin. Je mets 3 doses. Et t'as énormément de données qui transitent. Ouais. Et donc ça a quand même de l'impact, parce qu'au final, on utilise le réseau. Donc on utilise des équipements. Donc les données ont un impact sur les équipements, et vice-versa, les équipements ont un impact sur les données. Le fait que tu n'aies plus assez d'espace sur ton GSM et que tu dois en racheter un, parce que tu n'as plus de stockage, c'est parce que les données sont de plus en plus lourdes, les fichiers sont de plus en plus gros. Avant, on peut parler de 480p, puis 720p, puis 1080p, puis 4K par exemple pour la vidéo. Il faut de la place pour le stocker, il faut des équipements réseau pour le stocker. En fait, il faut vraiment voir ça, le transfert de données, il faut voir ça comme une autoroute. Enfin, comme des voitures en fait. On parle d'infrastructure, on peut parler d'infrastructure routière, c'est la même chose. Si je veux pouvoir aller à Bruxelles, il me faut une autoroute. Si je veux mettre 2 fois plus de personnes qui vont à Bruxelles, il me faudrait une autoroute plus grande. C'est pareil pour les informations. Les informations passent par le réseau, et si je veux augmenter les données qui peuvent passer sur le réseau, il me faut une infrastructure plus grande. Il me faut des centres de données plus gros pour stocker la donnée. Donc la donnée, en fait, c'est intrinsèque, ça a un poids par la force des choses. Et alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la répartition des flux de données ? Parce qu'on parle de flux de données. Donc, alors ça, c'est assez intéressant, je peux te donner l'augmentation des flux de données. En 1992, on était à 100 gigabytes de données échangées par jour dans le monde. 100 gigabytes. 1992, t'as dit ? 1992, okay, 100 gigabytes par jour. En 2002, 10 ans plus tard, on est à 100 gigabytes par seconde. Avènement de l'informatique, l'Internet, tout ce que tu veux. 2007, on est à 2000 gigas par seconde, donc en 5 ans x 20. En 2017, on est à 46 000 gigabytes par seconde. Et 2022, 150 700 gigabytes par seconde. Donc toutes les 6 ou 7 secondes, dans le monde, on a 1 terabyte de données qui transitent. C'est beaucoup. Pour te donner une idée aussi, par exemple, si on prend la technologie de la 2G, 3G, 4G, 5G, donc en termes de capacité maximum de données, en termes de transfert, on était en 1992 pour la 2G, on était à 64 kilobytes par seconde. En 2001, on était à 2 mégabytes par seconde avec la 3G. En 2010, avec la 4G, 100 mégabytes par seconde. Et alors, avec la 5G, on sera à 100 gigabytes par seconde de capacité maximum de transfert de données en 2020. Avec la sortie de la 5G. Et donc, c'est l'idée que, effectivement, je reviens à l'idée des effets rebonds. Au plus la technologie s'améliore, au plus on peut transférer de la donnée, au plus on transfère de la donnée. Si avant, c'était très compliqué de faire passer 1 giga et que ça demandait énormément d'énergie, comme aujourd'hui, ça demande moins d'énergie, on peut le faire de plus en plus. Mais alors, du coup, d'un point de vue agrégé, vu que tout le monde le fait, en fait, on consomme plus d'énergie. Et alors, la 5G, on en parle souvent, il y avait des gens qui disaient « Ouais, la 5G, ça consomme moins ». Effectivement, à l'unité, au gigabyte échangé, mais tout ce qui va passer, ça consomme moins d'énergie. Mais comme ça va permettre d'envoyer des plus gros volumes de données, en fait, ça consommera plus. Et donc, c'est ça le problème. Et alors, du coup, sur tout ce flux de données, au niveau mondial, 80% des données, c'est de la vidéo. Donc, dans ces 80%, tu vas avoir quoi ? Tu vas avoir du Skype, du Teams, du YouTube, Dailymotion, TikTok, Snapchat, la vidéo Netflix. A augmenté depuis le télétravail, tout ça. J'ai pas les chiffres. Alors ici, 80%, c'est toujours le chiffre project et c'est pour 2018. Ouais, donc maintenant, ça doit être... On doit peut-être être à plus. Je sais pas. Dans les 20% qui restent, c'est tout le reste. Messagerie instantanée, fichiers torrent, jeux vidéo, les sites web, les mails. Et donc c'est assez fou de se dire que les mails, c'est extrêmement marginal en fait, comparé à la vidéo. Alors que c'est le seul truc qu'on entend... Ouais. Mais la vidéo, comparé aux équipements, c'est moins important aussi. Donc, faites attention d'abord aux équipements. Moi, je préférais avoir quelqu'un qui me dit je m'enfile 3 heures de Netflix par jour, mais je garde mon GSM 6-7 ans, que quelqu'un qui me dit moi, j'envoie pas de mail, je regarde pas de vidéo, mais je change de GSM tous les ans. Bon, quelqu'un qui a un GSM qui envoie pas de mail, qui regarde pas de vidéo, c'est compliqué. Mais c'est vraiment pour dire que, en vrai, celui qui s'enfile du Netflix tous les jours, il y a moyen de réduire le streaming, c'est bien. Si tout le monde le fait, ça aura un réel impact. Mais pensez d'abord aux équipements.
C'est vraiment là où... Et ça, on en parlera après, mais c'est une question d'acheter intelligent et réfléchir, en fait, à garder longtemps, et ça, on en parlera. Mais donc, vraiment, les données, principalement la vidéo. Et pourquoi, en fait ? Quand tu regardes une vidéo, Twitch... De temps en temps. De temps en temps, y a pas de mal. Tu vois. Mais moi aussi, je regarde Twitch. Twitch, en fait, on parle souvent de 1080p, 60 fps. Qu'est-ce que ça veut dire ? 1080p, c'est la résolution, 1080 x 1920. Ouais. Et 60 fps, frames per seconde, images par seconde. 60 images par seconde. Ouais, c'est... Alors, en une minute, c'est 3600 images. C'est plus de 10 000 images en 5 minutes. C'est affolant, en vrai. Je sais pas ce qu'il fallait avant pour transférer une image de cette qualité-là. Il fallait sûrement longtemps. Avant, il fallait du temps pour afficher ne serait-ce qu'une page web. C'était quelques kilooctets. Ça descendait. Et donc aujourd'hui, comme les capacités de transfert sont énormes, on est capable, avec des données, des trucs comme la 5G, comme la fibre, on est capable en fait de faire transiter énormément de vidéos. Aujourd'hui, les gens regardent plus que ça. Sur Facebook, tu as la lecture automatique, sur Netflix, Et pour te donner aussi un exemple sur Netflix, je sais pas si tu as entendu ça, que pendant le confinement, ils ont réduit la bande passante de Netflix. J'ai entendu, En fait, qu'est-ce qui s'est passé avec ce truc ? Ils se sont rendus compte que comme tout le monde était à la maison et comme tout le monde était sur le réseau, pour que les gens puissent aussi télétravailler et utiliser des trucs du style Teams, il fallait que Netflix ne bouffe pas trop de bande passante. Et donc, ils ont réduit la définition, la qualité maximum des vidéos sur Netflix pour permettre que tout le monde puisse accéder en fait au réseau et accéder aux données, le temps de mettre des équipements supplémentaires. Donc en fait, il faut bien se rendre compte qu'en consommant plus de données, en fait, il a fallu rajouter de l'infrastructure réseau, du hardware. Donc la donnée a bien un impact sur le hardware. C'est lié en fait. On a des trucs qui évoluent comme la 4K, justement, ça va amener à plus d'écran 4K. Plus de... Tu vois, donc c'est lié. C'est vraiment lié. Tout est lié. Et donc aujourd'hui, un site web, ça va avoir un poids. Ouais. Et quand tu as des millions de visites sur un site internet, ça a un impact. Oui, ça l'impact est du coup calculé aussi en termes de grammes de CO2, etc., comme pour les autres, je pense. Ouais, alors là, c'est très compliqué. En fait, et c'est intéressant que tu en parles, pour tout ce qui est ce calcul en fait, d'empreinte carbone, on est encore sur des sciences nouvelles. C'est-à-dire que parfois, par exemple, pour l'empreinte d'un Français ou d'un Belge moyen, certaines études vont dire que c'est 12 tonnes, d'autres vont dire que c'est 10 tonnes de CO2 par an. Pas pour l'informatique, je parle de manière générale. Donc, c'est encore des sciences qui sont nouvelles, c'est des moyennes, c'est compliqué. Pour les sites internet, c'est encore plus compliqué. Et c'est comme n'importe quelle étude, ça dépend du cadre. Quels sont les facteurs de mesure, sur quels chiffres on s'appuie. Donc, il y a plein d'outils de mesure de carbone, tant pour l'empreinte carbone que pour l'empreinte carbone de l'informatique. Et en fonction du scope, tu vas avoir des ordres de grandeur qui vont, des chiffres qui vont être différents. Là où c'est intéressant, c'est pouvoir comparer avec le même outil. Je t'explique. Si tu me dis... moi, j'analyse l'empreinte carbone de mon site web. Tu peux le faire avec 10 outils différents et tu auras 10 mesures différentes. Et tu vas être là en mode, ça sert à rien votre truc. Dans ce cas-là, ça sert à rien. Là où c'est utile, c'est si tu analyses 50 sites différents avec le même outil. Là, tu vas avoir le même cadre et donc tu vas pouvoir comparer en fait. Tu auras les mêmes biais, les mêmes... C'est ça. Il faut regarder comment c'est fait, mais dans l'idée, effectivement, si on se remarque qu'il y a un site avec ton calcul qui est 2 fois plus qu'un autre, on sait avoir des ordres de grandeur. C'est vraiment aujourd'hui l'intérêt en fait de ces outils-là, mais c'est une science nouvelle. On commence seulement à se rendre compte, donc... Et puis c'est compliqué, t'as l'impact carbone, t'as scope 1, scope 2, scope 3, je sais pas si tu connais un peu tout ce qui est développement durable. En développement durable, en calcul d'empreinte carbone, on dit scope 1, c'est tes émissions à toi, scope 2, ça va être tes émissions à toi et ce que tu engendres, donc tes partenaires économiques ou quoi, et scope 3, ça va être tout. Alors là, on est parti pour... Il n'y a pas de limite. Alors, tu as des boîtes qui disent moi, je suis neutre en carbone sur le scope 1 pour la mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour le scope 1, ils ont juste pris en compte leur parc de bagnoles. Ils ont juste mesuré ça. Et sur ça, ils ont dit et sur ça, ils ont dit vu qu'on veut être neutre, on fait de la compensation carbone, donc on paye une taxe. Et donc voilà, on est neutre en carbone au scope 1. Et ça veut pas dire qu'ils ont rien fait, qu'ils ont pas pollué. Et donc il y a plein de boîtes qui disent nous on est neutre en carbone au scope 1, au scope 2 là-dessus. Mais en vrai, c'est toujours la même chose. Si tu pollues pas parce que tu as une voiture électrique en Europe mais qu'on a été la produire en Chine, au scope 3, ça pollue quand même. Et comme on n'a qu'un système, un système fini, c'est la petite planète, en fait, on pollue quand même ailleurs. C'est juste qu'on a pollué ailleurs et qu'on dit non. Et donc dans le bouquin de Guillaume Pitron, c'est assez intéressant, il dit, je pense qu'il cite Einstein. Et alors je pense que c'est... c'est Guillaume Pitron, mais je sais pas une citation de qui. En gros, il dit, il y a ceux qui sont sales et il y a ceux qui font semblant d'être propres. En fait, c'est un peu ça, quoi. Nous, on fait semblant d'être propre, mais en vrai, avec ta voiture électrique, en mode je pollue pas, mais en fait, si, quand même un peu. Donc, pour revenir à ce qu'on disait tantôt en termes d'accessibilité vis-à-vis du numérique, c'est qu'effectivement,
Santé. Santé, merci. Merci. Il faut que tout ça soit accessible. On va parler d'accessibilité, on va surtout parler d'éco-conception. Parce qu'en fait, quand on parle d'éco-conception, ça reprend tout. L'éco-conception, c'est quoi ? C'est de dire qu'en fait, tu vas concevoir de manière plus responsable, en prenant cette histoire de 3P, développement durable, et tu vas réfléchir à ce que ton site, éventuellement, il ait moins d'impact, qu'il soit plus léger, que les images ou les vidéos soient compressées, peut-être qu'il y ait moins de vidéos, que ton site, en fait, soit plus léger. S'il est plus léger, il prend moins de place sur ton serveur, ça te prend moins de stockage. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est un site qui a moins d'impact, tu vas réduire tes coûts, tu vas avoir des gains en performance. Pourquoi ? Parce que par exemple, si tu as quelqu'un qui est dans le fin fond du Luxembourg et qui a que de la 3G, qui n'a pas de 5G et que ton site est extrêmement lourd, peut-être que ça mettra plus de temps à charger. Donc en termes d'accessibilité... Oui, quand ça charge, ça tourne et... En termes d'accessibilité, c'est mieux si tu as un site qui est plus léger. Et puis après, il y a tout ce qui est expérience utilisateur. Quand on parle d'accessibilité, on va pas parler que d'handicap, on va juste parler du fait qu'il y a des sites qui sont super bien foutus, qui sont bien référencés, où tu te perds pas, où tu cherches pas comme un fou. C'est ergonomique en fait. C'est bien construit, c'est bien foutu. On a pensé à l'utilisateur. Et donc du coup, c'est accessible. T'as des sites où... Alors moi, j'étais étudiant à l'UC Louvain. Et le site de l'UC Louvain, il est pas du tout accessible. Je suis pas handicapé, mais pourtant... Ouais, j'ai été voir j'ai été regarder pour les masters un peu. C'est mal foutu. C'est dégueulasse. Tu cherches, tu trouves pas, tu as des hyperliens, en fait, tu retombes sur la même page. Mais l'ULB, c'est compliqué aussi. Je me souviens que j'ai vraiment galéré à tomber sur la page où t'as juste toute la liste des études à faire. Ouais. Et je pense que j'ai dû faire 4-5 retours pour chaque fois trouver le bon endroit. Quoi. C'est fou. Nous, ce qu'on faisait... Alors que nous, on est censé être ceux qui savent gérer les sites. En plus, t'es jeune, donc t'es user... Enfin, informatique, ça va. On est pas tous technophiles, mais on s'en sort. Tu vois, on est né avec ça. Et pourtant, c'est dur pour nous. Si bien qu'en fait, nous, ce qu'on faisait avec les potes, enfin, en tout cas de tous ceux que je connais de l'UNIF, en fait, on faisait des recherches Google. On mettait UCL et puis on faisait notre recherche. Et en fait, tu trouvais mieux avec le référencement Google qu'en allant sur le site et en faisant une recherche. Donc c'était pas super accessible comme site. Après, t'as effectivement toutes les personnes qui sont porteuses de handicap, et ça on en parlait au début, des problèmes de contraste. Si tu mets pas des trucs qui se voient, des boutons assez gros, des polices assez grandes, si c'est des trucs tout petits, tu te casses les yeux. Donc en termes d'accessibilité, il y a des enjeux. Et quand tu conçois un service numérique, il y a moyen de prendre en compte ça. Si tu as un prof qui fait des slides pour 300 élèves, comme on le disait, il y a peut-être 8% d'hommes qui sont dans l'auditoire qui sont daltoniens, en moyenne. Il faut faire des slides, il faut penser à eux en fait. Il y a certains jeux de couleurs qui se verront pas. Les slides fond bleu, ça c'est... non, c'est juste bleu clair sur bleu foncé, tu vois. Les slides bleu foncé horribles, ça j'en ai marre aussi. J'en ai marre parce qu'on peut pas imprimer parce que ça demande trop de temps. Alors par exemple, tu vas pouvoir adapter ta... comment on appelle ça ? Quand tu fais une enquête de satisfaction, enfin quand tu fais un fromage avec plusieurs couleurs, t'as une... Je sais pas. Ta légende ? Ouais, la légende. Ouais, c'est ça, la légende. En fait, tu peux adapter la légende. Certaines personnes vont te dire, je sais pas moi, t'as un fromage avec 4 couleurs, du jaune, du orange, du rouge et du rose. Et on va te dire à côté, le rose, c'est les services publics, et le rouge, c'est les grandes entreprises, etc. Et en fait, la personne qui est daltonienne, il va pas voir la différence, donc il va rien caler. Par contre, si à côté des couleurs, tu mets un petit trait et tu mets le nom, en fait, là, ça se verra bien. Okay. Donc parfois, c'est super simple, en fait, de penser à tout le monde. Et voilà, l'accessibilité, c'est ça. L'éco-conception de services numériques, c'est faire des trucs qui sont mieux foutus, qui vont utiliser moins d'énergie. Aujourd'hui, t'as du code automatique. T'as certaines personnes qui font du code automatique. Donc il y a des trucs qui sont codés pour ultra badass. Je pense qu'il faut regarder sur certains trucs d'Amazon, t'as des pages où c'est des centaines et des kilomètres. Enfin, ouais, ça il faut regarder sur Internet. Tu cherches en gros. C'est une dame qui s'est dit, moi je vais essayer de faire un truc, je vais commander un bouquin sur Amazon. Et donc pour commander son bouquin sur Amazon, tu sais, t'as le parcours utilisateur. Donc t'arrives sur la page d'Amazon. Ensuite, tu fais ta recherche. Ensuite, tu trouves le truc, tu commandes, tu as la page de paiement. Et donc, tu as toutes les étapes. Et je pense qu'en 8 pages, Internet, elle achète son bouquin. Et le bouquin, il fait, je sais pas, A4, peut-être 5-6 cm de haut. Et à côté, donc ça, c'est le bouquin. Et à côté de ça, elle imprime les pages de code. Des 8 pages. Okay. Et en fait, elle se retrouve avec une pile de 2 ou 3 mètres en fait. Il y a l'équivalent de 2-3 mètres de feuilles A4 de code imprimées en Time News Roman 12, un truc comme ça. Si bien qu'en fait, c'est tellement codé. Parce qu'il y a des cookies, il y a des trucs qui récoltent de l'information. Et en fait, le poids des sites est énorme. Ça a un impact énorme et ça sert juste à rien en fait. C'est pas super optimisé. Donc aujourd'hui, l'éco-conception, c'est les 3 U en fait. Utile, utilisable, utilisé. On a des programmes informatiques qui sont extrêmement lourds, qui prennent de la place sur des machines, qui perdent énormément de RAM, énormément de consommation de ta machine. En fait, tu utilises 5% de ce qu'il y a dessus. Excel, bon, je connais 2-3 trucs.
À la rigueur, un tableau croisé dynamique, mais au-delà de ça, il y a pareil. énormément de trucs qu'on n'utilise pas sur Excel. Le VLOOKUP, ça je sais faire aussi. Ah, ça, je ne vois pas. Mais donc, il y a énormément de choses qu'on ne va pas utiliser sur certains programmes. Il y a énormément d'applications qu'on n'utilise pas. Et donc, il y a une opulence informatique, quoi. On ne se rend pas compte. Donc ça, c'est le problème en termes d'accessibilité et d'outils qu'on produit. On produit parfois d'outils qu'on n'utilise pas ou des trucs qu'on va utiliser 2 secondes. Mais du coup, ça aussi... c'est bien de rappeler, je trouve, que ce que vous faites à l'ISIT et tout ce qui est numérique responsable, c'est pas que l'environnement, c'est plein de trucs autour. C'est tout ce qu'on vient de parler. Faut pas juste. Évidemment, c'est le truc qui fait qui est le plus catchy de parler d'empreinte carbone, etc. Mais il y a aussi plein d'autres choses à côté. Il y a plein d'autres choses et il y a l'accessibilité, l'inclusivité, ça on en a parlé, mais on a aussi tout ce qui est aspect d'éthique et de vie privée, de GDPR, de cookies. Et justement, il y a des trucs qui sont pas super bien foutus. T'as sûrement eu le coup sur un site où tu dois accepter les cookies maintenant. C'est GDPR, c'est vie privée. Ouais. Ça change rien. Ouais. Les gens veulent juste aller plus vite, ils vont faire accepter les cookies. Sur certains sites, t'as accepter ou refuser. Ouais. Et sur d'autres, c'est accepter ou gérer les cookies. Et t'as pas envie de gérer. Tu vas aller plus vite. Moi, je le gère pas. Hein. Et ouais. Mais donc légalement, ils ont le droit maintenant d'utiliser ça et de monétiser ça. Et c'est pas super cool. C'est pas super éthique de juste dire tu peux accepter ou tu peux gérer. Ouais, c'est ça. Non, c'est mieux de dire tu peux accepter ou refuser. Au moins, c'est mieux, tu vois. Donc, maintenant, on voit que sur certains sites, c'est plus sympa que sur d'autres. Moi, l'expérience que j'ai en tant qu'utilisateur, c'est toujours... J'accepte parce que ça me saoule et que je dois faire vite une recherche. Ouais. Et que j'ai déjà testé quelques fois, gérer mes cookies et après 2 secondes, ça me saoule. Après, c'est toi qui décides, par exemple. C'est comme le paradoxe ou le dilemme de la pub ciblée. Est-ce que tu veux de la pub ciblée ? C'est bien parce que peut-être qu'il y a des trucs que tu voulais vraiment acheter que tu trouvais pas et que Facebook te dit en fait, c'est ça que tu veux. Tu es en mode mais ouais. Mais bon, ça te pousse à consommer. Ou alors des trucs, tu vas avoir des pubs ou des Pampers pour bébé, mais je sais rien en faire. Donc ça ne sert à rien. C'est quoi je sais plus quel site c'est sur Facebook où c'est horrible, où t'as que des trucs, tu vois, où je vais avoir des bas sexy pour dames, alors que je suis pas une dame, tu vois. Enfin, c'est un site qui est complètement... J'ai oublié le nom, ce que c'est. C'est un style AliExpress, un truc bien pourri, tu vois. Ouais, c'est Wish. Non, c'est pas... C'est une sorte de Wish. Tu vois, ils me proposent pas ce que je cherche, c'est vraiment des pubs gratos. Il me le balance à la gueule et c'est n'importe quoi. Mais donc tout ce qui est éthique, par exemple, on en parlait tantôt, intelligence artificielle aujourd'hui, où en marketing maintenant, t'as des sites qui effectivement en fonction de tes... Alors ça c'est fou. Un truc qui est dangereux, c'est qu'un jour tu pourras avoir de la segmentation one-to-one, c'est-à-dire que en fonction de tes habitudes d'achat ou tes habitudes de navigation, les gens ils savent ce que t'achètes, ils savent à quel prix t'es prêt à l'acheter et en général quel est ton niveau de vie en fonction de tes goûts ou de tes choix. Ouais. Et donc si par exemple il y a quelqu'un qui analyse tes cookies, le navigateur analyse tes cookies, c'est automatisé, il dit ok, il y a Jean-Eudes, il a 50 ans, d'après ce qu'il regarde, il a l'air d'avoir des sous, et puis il y a toi et moi où nous on est étudiants et donc toi tu l'es plus, mais je suis plus étudiant, mais je suis pas un corriche non plus. T'as le salaire d'un étudiant, je travaille dans une SBL, donc j'ai le salaire qui va avec. Et c'est un choix. Et alors, le truc, c'est que ce qui se passe, c'est qu'ensuite le site internet, il connaît tes habitudes d'achat. Et donc ça se trouve, à Jean-Eudes, il va lui dire ce que tu veux acheter, ça coûte 100 €. Mais le site, il sait qu'il pourrait te le vendre à toi 80. Et il va peut-être te mettre 80. Et ça, tu sais pas. Ouais. Et donc ça, il y a un vice un jour qu'en fait, on nous connaisse tellement bien qu'on sait exactement ce qu'on va acheter, à combien on serait prêt à l'acheter, et ça va nous pousser à le faire. Ouais. Ça, c'est peut-être un danger, tu vois. Il y a des aspects de cybersécurité aussi. On n'en parle pas, mais de plus en plus de cybercriminalité. Il y a des gens qui savent pas que... la double identification, c'est génial, par exemple. Il y a des gens qui savent pas que... Enfin, ça commence à arriver un peu partout. Ouais. Parce que... Mais le phishing, tu vois ce que c'est ? Ouais. Maintenant, le truc qui arrive partout, c'est les faux trucs d'Interpol. Je sais pas si t'en as déjà reçu. Maintenant, ça tourne partout. J'ai plein de potes qui en ont reçu. Ouais. Et c'est un faux document. On t'accuse de pédopornographie. Ok. Et c'est signé, c'est un papier d'Interpol comme ça, un faux truc lieutenant Rodriguez ou je sais pas quoi. Et en gros, il y a un youtubeur, je sais pas si tu connais Babor l'éléphant. Non, je connais. Et en gros, il avait fait, c'est un youtubeur hyper second degré, et qui avait du coup été poussé ça au bout, jusqu'au bout en répondant aux mails en disant je veux que ces trucs sur moi soient supprimés. Ouais. Et après, c'est vraiment des gens qui te demandent 3 000 €. Ouais, c'est un truc ridicule, ils te demandent soit 3 500 € pour abandonner toutes les charges, soi-disant de pédopornographie, tu vois. Mais enfin. Il y a plein de gens qui peuvent se faire avoir parce que tu reçois un mail urgent Interpol, tu te chies dessus, quoi. Ouais, je comprends. Mais ouais, il y a des gens qui sont crédules et qui vont se faire avoir. Donc si ça existe, c'est que ça marche. Je sais plus qui me disait ça. Mais ça arrive à tout le monde et pour des trucs parfois stupides. Je vais te donner un exemple. J'étais parfois un petit ethical hacker. Enfin, tu vois, genre les gens qui le font pour protéger. Tu vois. J'allais en bibli. Parfois j'ai étudié, j'allais en bibli. J'ai imprimé mes synthèses au fac copy. Tu vois, il y a ce truc d'impression pour tout le monde.
Et avant, ils avaient du Chrome. Et puis après, ils sont passés à Mozilla. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une faille de sécurité sur Chrome. C'est assez intéressant. Tu prends ton compte, Facebook, YouTube, n'importe, et tu te déconnectes. Et vu que tu es quelqu'un de super fainéant, tu as enregistré tous tes mots de passe sur ta machine. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu veux te reconnecter, tu mets ton adresse mail, et au moment où tu mets ton adresse mail qui est enregistrée, il te propose directement le mot de passe. Ouais. Alors, tu peux pas le voir, parce qu'il est caché, mais tu peux quand même te connecter. Il y a une faille dans Chrome qui permet de faire clic droit, inspecter l'élément, ou F12, le fameux inspecter l'élément, et en fait, tu vas sur le texte des étoiles, des petits points. Je te montrerai après si tu veux, c'est vraiment impressionnant. C'est la plus grosse faille de sécurité qui existe en Chrome. Ça existe encore ? Ah oui, je vais te montrer, c'est débile. Et donc tu appuies sur inspecter l'élément, tu te mets sur le petit truc et tu arrives dans le code source de la page HTML et tu vois password égale password égale type password. C'est-à-dire que c'est du type password. C'est string password. Et ben tu kicks ça et tu mets texte, donc tu mets password égale texte. Et en fait, il transforme les petites étoiles en texte. Et donc tu affiches le mot de passe. Et donc qu'est-ce qui se passe avec ça ? En plus, c'est vraiment du hacking à 2 balles. C'est vraiment de n'importe qui peut c'est débile. Et donc qu'est-ce qui se passe ? On a Stéphanie qui vient imprimer ses synthèses et Stéphanie, elle a oublié, elle avait pas de clé USB. Du coup, comme elle a mis sa synthèse sur son drive, elle dit pas de problème, je me connecte à mon drive. Donc elle demande, copie, il y aurait pas une machine avec internet. Le mec lui dit ouais, elle y va. Elle met son compte Google et là éventuellement elle met la double notification, elle fait ce qu'elle veut, elle se connecte sur la machine. Et au moment où elle a fini d'imprimer, elle se casse. Pourquoi ? Parce que autre chose à faire. Limite, elle se déconnecte, peut-être. Le gros problème qu'il y a, c'est que Stéphanie, chez elle, elle a mis enregistrer ses mots de passe. Et donc, à chaque fois qu'elle se connecte, ses mots de passe sont déjà là, sont déjà enregistrés. Et elle a synchronisé son compte Google. Et donc, à chaque fois qu'elle se connecte sur une machine, il lui propose « Est-ce que tu veux synchroniser ?» Et donc, tu as ton historique et tu as tes trucs. Le gros problème, c'est que quand moi, je vais ensuite sur Google, sur Chrome, et que je veux voir les comptes qui sont connectés, je vais pouvoir éventuellement, comme elle n'a pas supprimé son compte Google, je vais pouvoir le retrouver, je vais le mettre. Et au moment où je vais choisir, il y a son mot de passe qui est mis. Tu peux choper sa synthèse, quoi. Et je peux récupérer son truc, mais avec son compte Google, je fais tout. J'ai ses favoris Chrome, Alors c'est dingue, parce que si tu as un compte en Bitcoin, et que tu as enregistré le mot de passe de ton n'importe quelle plateforme... Ton BitTruc. Ton BitTruc. Ah, mais non, Coinbase, par exemple. Et ben en fait... en allant imprimer ta synthèse, tu donnes tes mots de passe à quelqu'un qui après peut faire ce qu'il veut. Et du coup, c'est pour ça qu'ils mettent Firefox dessus. Maintenant, ils ont Firefox, il n'y a plus moyen d'inspecter l'élément et de choper les mots de passe. J'imagine que c'est à cause de ça, j'en sais rien, j'aurais pas demandé. Mais en tout cas, je te montrerai après. C'est extrêmement facile d'aller choper ça. C'est extrêmement dangereux du coup. Mais les gens ne savent pas. Et donc, il y a une question d'éducation en fait. Il faut voir l'informatique comme là, tu viens peut-être d'éduquer plein de personnes. Ah, c'est possible. il faut voir l'informatique comme un outil. Moi, quand j'écrivais mon mémoire là-dessus, je disais souvent aux gens, est-ce que tu donnes un couteau à un gamin de 5 ans ? Bah non. Pourtant, si tu le donnes à un boucher ou à un cuistot, il te fait un travail incroyable, parce qu'il sait l'utiliser, il sait comment l'entretenir, il sait qu'il faut le ranger. Eh ben, le GSM, c'est pareil. Si tu sais pas que ton gosse peut à 12 ans aller sur des trucs un peu chelous... sur TikTok déjà. Ou par exemple, mais je veux dire, il y a des outils, l'informatique c'est un outil, il y a du contrôle parental, il y a des doubles authentifications pour gérer la sécurité, il y a des trucs qui te permettent avec une coque ou une housse qui permettent de le protéger pour augmenter la durée de vie, il y a l'économie d'énergie, économie de consommation de données, donc en fait on se rend pas compte qu'on utilise des outils, mais on se rend pas compte il y a plein de trucs qui peuvent nous aider là-dessus, quoi. Et donc ça, il y a plein de bonnes pratiques éventuellement à adopter pour justement faire attention à tous ces impacts. Et alors attention, on n'est pas là pour dire que l'informatique c'est pas bien, tu vois. Moi je suis pas un extrémiste, il faut quand même dire que l'informatique c'est génial pour plein de choses. En termes d'innovation, en termes de science, en termes d'éducation, de communication, c'est génial. Je veux dire, il faut pas s'en plaindre. Il faut faire la part des choses. Si t'as un gars qui va regarder une vidéo, je sais pas, un étudiant de 12 ans un gosse de 12 ans qui va regarder sur YouTube une vidéo pour son cours de maths, c'est génial. Si t'as quelqu'un qui s'enfile 5 heures de vidéos de 4K de chatons sur YouTube, là il n'y a pas vraiment d'intérêt. Si tu utilises ton GSM pour aller regarder l'arrêt de ton bus, prendre un train, c'est génial. Il y a des gens qui ont des montres connectées pour faire du sport, pour analyser leur sommeil, génial. Les pacemakers, ces objets connectés, il faut le garder. Par contre, quelqu'un qui a une montre connectée, et la montre connectée, elle s'éveille quand son GSM il vibre, il y a un peu double emploi, ça sert un peu à rien, c'est un effet de mode. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une montre connectée ? En vrai, je sais pas. Et il y a une question de résilience, tu vois. À la fin, on va devenir un peu tous... je sais pas si tu connais Wall-E. Oui,
Le robot. Bah ouais, on n'a pas. Enfin, tu vois, les humains, ils sont il est tous. gros, là. Ils sont tous gros. Ouais, rigole, mais dans les États-Unis, on va y arriver. Je sais pas si t'as vu Vidéocratie, on en est pas loin. Dans ce film-là, ils sont tous devant leurs écrans. Et ils sont gavés devant les écrans, ils sont gavés de bouffe. Shaker de burger, là. Exactement. Et le truc, c'est qu'à un moment, en termes de résilience, tu vois. C'est par exemple, moi, j'ai fait le test. En fait, sans ton GSM, t'es perdu. Si tu dois commencer à regarder les arrêts de bus, les ci, les là, si tu dois te déplacer, prends une bagnole. Il n'y a plus de GPS dans une bagnole. C'est une vieille bagnole que t'as plus de GPS, mais que t'as pas de GSM, ou que t'as pas de 4G. Quand tu fais sans 4G, essaye une semaine sans 4G. C'est un bordel, hein. Non, mais c'est un bordel, déjà, donc on s'habitue, tu vois. Rien que le fait de pas donner signe de vie aux gens par message, enfin tu vois, c'est un truc. Moi, il y a des fois où des après-midi. Le droit à la déconnexion. Les après-midi où je me dis, allez, tu vois, je lâche un peu mon téléphone. Ouais. Et si c'était un moment où t'étais pas censé le lâcher, t'auras des gens, ils vont se dire, oh, Arnaud, il est où Puis même, tu prends les deux lanes. Les deux lanes, déjà. Sachez que je vous déteste parce que quand je mets le bras à l'arrêt, il faut s'arrêter, il faut pas continuer parce que je sais pas si tu prends les deux lanes parfois. Non, que Bruxelles. Tu prends les tech. Ouais. C'est il y en a quelques-uns. Parfois, moi j'ai eu un gars de la tech qui parlait flamand qui me l'a fait aussi. C'est-à-dire que moi, pour aller au boulot, j'ai un métro, un train et puis un bus. Et dans l'autre sens, un bus, un métro, enfin un train et puis un métro. Et une fois, j'étais à l'arrêêt. Et je me dis, il va s'arrêter. Tu vois, je veux dire, il y a personne. Il y a juste un arrêt. Il y a un connard qui bouge pas. Il y a un arrêt de bus. Comprends que c'est. Non, je reste pas là pour me faire chier, quoi. Et le mec dit, ouais, mais faut lever la main. Je fais, mais non, gros, je crois que je fais quoi là? Mais du coup, dans les deux lanes, ce que je veux dire, c'est que je sais pas si dans les tech il y a ça aussi, mais il y a pas les arrêts affichés, tu vois. Ouais. Et du coup, si t'as pas de téléphone avec un minimum de Google Maps pour savoir où t'es, il faut juste regarder vite fait, en connaître tous les arrêts où tu dois t'arrêter, et c'est impossible. Mais les gens le savaient avant. Avant, les gens connaissaient. Et donc, c'est le problème, c'est qu'on met un peu nos cerveaux, nos mémoires, nos GSM. Aujourd'hui, quand quelqu'un a besoin d'une info, il va regarder sur YouTube. Sur Google. Quand t'es pas sûr. Dans combien d'entre nous, dans les jeunes, on n'est pas sûr de l'orthographe et on va juste regarder sur Internet comment ça s'écrit parce qu'on n'a pas envie d'être une. Tu vois, j'envoie des mails parfois pour le boulot et je me dis putain, mais moi, c'est le double R, double L à chaque fois, je sais pas. Ah bah ouais, non, mais moi, il y a plein. Alors, j'ai des mémotechniques, tu vois. Les EER, ça va. J'utilise un autre mot qui finit en IR, et enfin, tu vois, mais il y a plein. On sait par exemple, on a en termes d'orthographe, avec notamment les réseaux sociaux, avec les messengers, les correcteurs orthographiques, on est moins résilient, tu vois. Et donc, il y a un danger, en fait, à juste tout le temps utiliser l'informatique. Savoir s'en couper, c'est compliqué. Comme on a parlé tout à l'heure, là on a énoncé tous les sujets les plus importants. Maintenant, on va parler des bonnes pratiques à adopter. Donc, on va d'abord parler au niveau individuel et puis peut-être au niveau plus des organisations. Mais là, je te propose tu m'expliques un peu. On a parlé du coup des équipements et de l'utilisation, tout ce qui est utilisation vidéo, navigation sécurisée ou pas, etc. Ouais, on peut peut-être parler encore des impacts sur la santé et bien-être. Ah, je t'en prie. Ouais, ok. Je t'en supplie même. Effets sur la santé. Pour les effets sur la santé, tu vas avoir, comme tu le disais, il y avait cette histoire d'hyperconnectivité. On est super tout le temps connecté à nos GSM, et donc il y a ce problème ça crée du stress en fait. Il y a des aspects de santé, il y a des aspects de troubles de la concentration, par exemple. Il y a des impacts psychosociaux, des gens qui ont du mal à interagir en société. T'as des gens qui ont plus facile, des jeunes qui ont limite plus facile à se parler par Messenger que se parler en vrai. Ça devient un problème. Fatigue des yeux, addiction aux écrans. Sédentarisation, alors ça c'est intéressant, c'est sédentarisation et santé physique, c'est l'idée que quelqu'un va aller se casser son cou à regarder une vidéo sur Netflix dans son lit comme ça, plutôt qu'aller faire du sport. Je pense que beaucoup de gens se reconnaissent. Ouais, non mais vraiment, mais donc il y a un problème les gens font moins de sport, ils sont plus souvent sur les écrans. Ouais, c'est ça, quand t'es typiquement, on prend l'exemple du blocus, t'es en train d'étudier, ta pause d'1 heure au milieu, t'as envie de regarder ta série, tu vois, t'as envie de regarder 3 épisodes de Friends, t'as pas envie d'aller faire des pompes. Ouais. Il y a des impacts du coup sur le sommeil. Tu t'endors moins vite, les lumières bleues, on peut en parler. Les réseaux sociaux, attention. Je pense il y avait un gars qui parlait il y a un terme technique, je sais pas qui disait ça, mais énormément de manque de nuances. On perd un peu de l'esprit critique. On a des réseaux sociaux, c'est j'aime ou j'aime pas, ou cœur, ou fâché. Donc il n'y a plus vraiment de nuances dans le débat. On va plus être sur une photo ou une vidéo ou un mème, plutôt que lire un article de fond sur le journal de soir, un truc en 10 pages. Tu vois, les haha react et ça, sur Insta, c'est le pire, je trouve, parce qu'ils ont que le cœur pour l'instant. Et c'est encore pire, parce que tu vois, typiquement Hugo Clément qui met tu vois, tous les trucs sur l'environnement, etc. Et ben pour lui faire des vues, t'appuies sur like, mais tu likes des vidéos de baleines mortes, tu vois. Genre, je trouve que c'est encore pire que Facebook, où
Déjà là, c'est limité que aux expressions et on fait juste grrr nana, mais Insta, tu likes juste quoi. C'est fou. Alors, moi j'ai Facebook parce que je suis un boomer, quand même, 26 ans. Ah, mais j'ai supprimé Snapchat. Ouais, pareil. J'ai C'est horrible. pas d'Instagram, j'ai pas de Twitter, j'ai encore moins de TikTok et autres. T'as aussi un truc d'individualisme. C'est peut-être le truc où on te nourrit en fait à de l'information que selon tes préférences. Si t'aimes bien les chiens, on te donne des chiens. Si t'aimes bien le basket, on va donner des vidéos de basket. Et donc chacun un petit peu dans sa petite bulle. Et il se nourrit d'informations qu'on lui donne en fonction de ses préférences. Donc ça, il y a un danger aussi. Et c'est aussi l'accaparement du temps d'écran. Pourquoi ? Parce que en fait, un Facebook, comment est-ce qu'il gagne sa vie ? Il gagne sa vie en te vendant de la pub. Comment est-ce qu'il te vend de la pub ? C'est en te donnant du temps d'écran. Tant que tu passes du temps d'écran, il peut te vendre des pubs. C'est l'exemple de YouTube. Au plus tu as envie de regarder de vidéos, au plus ils te font te foutre de la pub. Et comme ils savent monitorer le temps que tu passes dessus, ils peuvent dire à leurs clients, regardez, il a regardé 10 vidéos et pas 5 vidéos, du coup on a mis 2 fois plus de pubs et donc vous nous devez 2 fois plus d'argent. C'est un peu ça le business. Tu as des aspects de désinformation, ça on pourra en parler. Tu as aussi des aspects de cyberharcèlement pour certains jeunes sur les réseaux sociaux. Problème au niveau des interactions sociales, c'est compliqué. Et alors ça c'est plutôt intéressant, il y a une corrélation, donc c'est une étude universitaire de psycho, il y a une corrélation positive entre temps passé sur les réseaux sociaux et stress et dépression. C'est-à-dire qu'au plus tu passes du temps sur les réseaux sociaux, au plus tu tends éventuellement à avoir des problèmes de dépression ou de stress. Pourquoi ? Parce que par exemple, Instagram par exemple, enfin moi je trouve pas tout le temps, pas pour tout et pas pour tout le monde. On va pas faire les vieux. On va pas faire les vieux cons, mais t'as quand même cette espèce de monde du paraître où tu vois que tout est parfait, quoi. Mais en fait, c'est pas ça non plus, donc c'est compliqué, tu vois. Quand tu te sens pas bien dans ta peau et que tu vois une personne parfaite, tu te fais merde. Avant, c'était Photoshop sur les magazines, aujourd'hui, c'est les filtres Snapchat sur les vidéos, tu vois. Donc, enfin voilà. Et puis après, ça, on en parlait aussi. Il y a des problèmes d'éthique, mais ça, on en parlait. Mais donc, du coup, on peut passer, si tu veux, à tout ce qui est... C'était super intéressant, ta remarque ici. Mais c'est juste pour parler un peu de santé et de bien-être, parce qu'en fait, on en parle pas souvent. Ça reste un travail d'éducation à faire. Parce que voilà, c'est pas... Enfin, les jeunes, ils vont pas savoir... ceux qui ont leur premier téléphone à 12 ans... il faut en parler et... Ouais, ils vont pas pouvoir se battre contre un algorithme qui essaye de leur vendre des vidéos. Ils vont voir des vidéos cool, ils vont les regarder. TikTok, typiquement, toi t'es pas dessus, mais moi j'ai été... Enfin là je l'ai arrêté parce que pendant les examens c'était impossible. Parce que j'avais déjà dû réduire mon temps d'écran à 1 heure de TikTok. Mais ça... Enfin tu vois, tu parlais des algorithmes hyper puissants. TikTok, je pense que c'est celui le plus puissant auquel j'ai fait face récemment. Parce que il y a... Allez, quand tu swipes, une vidéo sur 2 t'intéresse d'office. Ouais. Ah, c'est bien foutu. Et c'est ouf, quoi. Enfin... C'est bien foutu, mais parfois, tu sais qu'il y a des vidéos que tu as déjà vues. C'est ça le pire. Moi, j'ai mis maximum 10 minutes sur Facebook par jour. Et ça va très vite. Messenger ou juste Facebook ? Non, juste Facebook. Pas Messenger, quand même. Non, Messenger, j'utilise beaucoup. Et il n'y a pas de problème. Tu vois, je m'en veux pas utiliser Messenger. Mais Facebook, en fait, je me suis rendu compte que Facebook, je vais avoir 2-3 notifications. Puis le reste, je vais me perdre et je vais regarder des vidéos. Et vous pouvez faire le test. Tu fais un truc, tu vas sur Facebook. Tu regardes une vidéo. À partir du moment où tu restes dessus, l'algorithme se rend compte que t'aimes bien. Donc il y a de grandes chances que si tu regardes une vidéo de foot, la vidéo d'après soit du foot. Si tu passes trop vite, il va te donner autre chose. Il va peut-être te donner, moi j'adore les Golden Retrievers, il va te donner les chiens. Il va te donner des Golden Retrievers. S'il voit que tu zappes, il va te donner autre chose. Jusqu'au moment où il trouve le truc dans lequel t'es dans le mood aujourd'hui. Et une fois que tu bloques sur un truc et que tu regardes un peu, les vidéos à l'après, on sera dans le même thème. Donc c'est fou, quoi. C'est vraiment... c'est bien foutu. Oui, c'est ça. C'est bien foutu, mais dangereux. Donc, les bonnes pratiques à adopter, niveau des équipements, niveau des utilisations, moi, je vais en dire quelques-unes ici. Tu me dis, non, si t'as écouté, je t'écoute. Typiquement, après, je vais te laisser en parler précisément, mais quand on pense aux équipements, on pense à acheter en reconditionné, faire réparer son appareil, tout ce qui est recyclage et utilisation. Typiquement, on a parlé de la 4G. 4G Wi-Fi, je pense que c'est mieux d'utiliser du Wi-Fi. Plutôt du Wi-Fi, aussi les vidéos, pas abuser sur de la 4K, alors qu'en 720p, ta vidéo, elle est aussi bien. Mais voilà, je te laisse... oui, c'est ça un peu. En fait, je le répète, c'est d'abord les équipements. Encore une fois, je préfère quelqu'un qui regarde beaucoup de vidéos, mais qui garde ses équipements longtemps, plutôt que quelqu'un qui garde ses équipements... Enfin, qui les change souvent et qui regarde aucune vidéo. Pour les équipements, ça va être effectivement limiter le nombre. Est-ce que j'ai besoin d'un frigo intelligent connecté en Bluetooth qui me dit quand est-ce qu'il n'y a plus de lait ou est-ce que je peux être un peu smart et me rendre compte que quand il n'y a plus de lait, il n'y en a plus, il faut que j'en achète. Donc limiter le nombre d'appareils électroniques et augmenter leur durée de vie. Pour ça, par contre,
Il faut être smart aussi à l'achat. Un truc qui est bien, c'est que l'information, elle est disponible. En marketing, on appelle aujourd'hui les savvy customers. Ce sont les gens qui ont l'information, qui cherchent l'information et qui savent ce qu'ils achètent. Beaucoup de personnes aujourd'hui vont sur Internet pour regarder un peu ce qu'ils vont acheter. Alors, il y en a qui peuvent regarder les performances en termes de rapidité, de RAM, d'appareil photo. Ben, moi, par exemple, j'ai un GSM où j'ai remarqué que le seul truc qui faisait que j'allais avoir des problèmes avec mon GSM, c'était l'écran qui casse ou la batterie. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cherché un GSM qui avait une bonne batterie et qui avait une bonne protection. Donc, moi, j'ai un truc de grade militaire. C'est vraiment fou. Nokia XR20. C'est un GSM qui est fait pour durer. Et j'ai 3 années de garantie. Alors, j'ai 1 année de garantie sur l'écran d'office, mais l'écran, t'inquiète qu'il est en Gorilla Glass et il est en fer forgé, tout ce que tu veux. Je fais du curling avec mon GSM. Il a une grosse batterie et il a 3 ans de mise à jour logicielle. Il a une batterie que tu peux enlever ? Non. Ou pas ? Non, mais il a une bonne batterie. Okay. Mais c'est dur d'avoir des batteries amovibles aujourd'hui. Ça n'existe quasiment plus en fait. C'est un problème. Il a 3 ans de mise à jour logicielle, donc si dans 3 ans il y a un nouvel Android qui sort, j'aurai le dernier Android. Plus le temps qu'il devienne obsolète, mais donc j'ai peut-être 3 ans, plus peut-être 4 ans, j'ai peut-être 7 ans de... Je suis bon en termes d'obsolescence logicielle pour 7 ans. Et il a 4 ans de mise à jour. C'est-à-dire que pendant 4 ans, Nokia s'engage à tous les mois faire une mise à jour et s'assurer qu'il soit au top. Donc j'ai des garanties sur le fait que je vais pouvoir le garder longtemps. Il y a des gens qui disent, moi je veux un GSM ultra puissant, et donc ils ont un GSM qui est super puissant effectivement, mais la batterie se vide très rapidement. Ou alors ils ont fait un trade-off, ils ont acheté un truc super classe, mais ça va se casser en 2 parce que l'écran c'est de la merde et que c'est du Xiaomi, que c'est chinois. Donc il y a un choix à l'achat, et on peut vraiment faire attention. Comme tu dis, si tu achètes un GSM de seconde main, ben oui, si on sait que pour un iPhone 11, 80% de l'impact, la plus grosse partie vient de l'impact, vient de la production, bah le gain est génial si tu achètes de la seconde main. Alors, c'est pas encore super développé, mais en tout cas, c'est faisable. Ouais, et puis le site Back Market, par exemple. Back Market, ouais. Quand j'avais acheté mon Blue Yeti, du coup, j'avais acheté sur Back Market. J'ai acheté ma Switch aussi sur Back Market. Et j'ai été étonné de... le site est vraiment bien, je trouve. Ouais. Voilà, c'est juste une petite pub pour Back Market, parce que, tu vois, les sites de seconde main, quand je pense à eBay, par exemple... eBay, j'ai toujours trouvé ça un peu dégueulasse. C'était pas très attrayant, je trouve. Enfin, en tout cas, je sais pas comment c'est devenu maintenant. C'est vraiment un site moche. Oui. On pourrait dire que c'est un site moche, mais après, ça marche bien parce que, par exemple... Market, c'est beau, tu vois. Sur l'iPad, quand je vais dessus, c'est noir. Ouais, c'est beau. Ça donne envie d'acheter. Bien sûr, non, je comprends. C'est sûrement bien foutu, c'est sûrement accessible. Après, il y en a qui... Bon, si eBay marche bien, moi, j'utilise eBay, ça marche bien. Oui. Mais oui, effectivement, il y a des sites qui sont mieux foutus, qui sont plus agréables en termes d'expérience utilisateur, plus accessibles. Ouais. Et donc, les gens ont envie d'y aller. Mais donc, effectivement, faire réparer des appareils, acheter reconditionné ou de deuxième main quand c'est possible. Alors, parfois, ce sera pas possible. On en parlait tantôt avec les processeurs. Aujourd'hui, si tu veux acheter un nouveau PC, enfin, un PC de deuxième main, mais que tu aimerais bien avoir Windows 11, tu dois acheter un PC qui a quand même un Intel de 8ème génération. Ouais. C'est pas non plus des GSM des PC qui ont 5 ans. Un PC qui a 5 ans, tu pourras peut-être jamais avoir Windows 11 dessus. Donc c'est compliqué. Après, pour l'instant, ça va, Windows 10. Ça dépend de l'utilisation que tu en fais. Certaines entreprises, tu as des gens qui travaillent dans l'informatique ou dans le marketing, dans les grosses boîtes, qui ont besoin de GSM, de PC ultra puissants. Après, tu en as qui font de la bureautique classique, qui font juste des mails. Des PowerPoint et du Word. De texte, ouais, t'as pas besoin de grand chose en vrai. Hein. Tu mets un Ubuntu sur une machine qui a 10 ans avec 2 Go de RAM et elle te le fait. Pas de problème. Recycler aussi, recycler c'est important. Il y a beaucoup de déchets en fait électroniques qui doivent aller dans les bonnes filières, style aller chez Récupel. Mais jetez pas ça dans une poubelle classique. C'est pareil pour les piles. Il y a énormément d'infos sur les piles. Si t'as des câbles internet, des câbles de routeur, tu les jettes pas à la poubelle parce qu'il y a du cuivre. On peut recycler ça. Donc recycler, Donc principalement les équipements. Et au niveau des usages, tu vas aussi avoir des bonnes pratiques. Naviguer de façon responsable, c'est-à-dire de façon sécurisée. Enfin, faites attention en fait, à peu près à tout, mais sécuriser premièrement, on en parlait. Et ça, c'est pas pour l'environnement, c'est en général... En général, pour vous, faites attention à ce que vous faites, dire ce qu'on mange. Donc quand tu vas sur Internet et que tu décides de regarder des vidéos de chatons, tu peux. Pose-toi la question de qu'est-ce que t'en fais en fait. Est-ce que tu l'utilises pour quel impact ça va avoir sur toi ? Est-ce que un peu t'es le produit ? Enfin tu vois. Est-ce que tu t'es fait avoir ? Est-ce que t'es la victime du truc ? Et donc après ça c'est donc faites attention à ce que vous faites. Ensuite il y a principalement, vu qu'on l'a vu tantôt, c'est la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est limiter la production, la consommation et le transfert de données principalement sur la vidéo. Donc limiter le streaming si c'est possible. Encore une fois, on sait tous qu'on fait du streaming. Mais si c'est possible de limiter le streaming, tant mieux. Réduire la définition des vidéos quand c'est possible, tant mieux. Par exemple, si vous faites une réunion sur Teams, c'est assez sympa comme ratio entre avoir ton micro allumé et avoir
ton micro et ta caméra allumée, on fait x20. Ouais, la caméra, ça bouffe. C'est ça. Donc en termes de consommation de données, tu peux réduire par 20 ta consommation de données si tu coupes ta caméra. Alors forcément, si on est tous les deux dans Teams et qu'on passe tu passes un entretien d'embauche, on a intérêt à se voir. Ouais. Mais si demain, il y a un prof qui donne une conférence en webinaire sur Teams avec 40 pélos qui le regardent et que lui présente des slides, non seulement quand il présente ses slides, il voit personne, et en plus personne ne regarde, et tout le monde regarde l'écran et les slides. Il y en a qui ragent, des profs qui disent allumer votre caméra, bah du coup, il y a des profs qui demandent. Oui, non, pour être sûr que les étudiants, mais dans l'idée, si tu sais que tout le monde vient de façon... Je suis d'accord avec toi. Si on peut couper sa caméra, faisons-le. Et encore une fois, ça dépend toujours. Il faut pas dire, il faut absolument pas regarder de vidéo. Mais si vous le faites, faites attention. C'est-à-dire que si vous regardez un stream et que vous quittez votre chambre pendant 3-4 heures, laissez pas le stream tourner. Genre juste coupez-le, quoi. Donc il y a un intérêt à faire attention quand même à la vidéo, principalement. On peut après faire plein de trucs. Faire attention à l'envoi de mails. On peut faire attention à son bien-être. Alors là, c'est vraiment, je pense, le plus important pour nos générations à nous, c'est le bien-être numérique. C'est faire attention... En fait, il y a plein d'outils qui existent pour tout ce qui est bien-être numérique, et c'est assez intéressant. Donc, que ce soit sur Apple ou sur Android, tu as un truc de bien-être numérique dans les paramètres, tout en dessous, à propos du téléphone ou quoi, il y a un truc. Tu peux faire quoi ? Par exemple, tu peux monitorer ton temps d'écran. Donc, tu peux mettre une limite sur les applications. Cool, maximum 10 minutes de Facebook par jour. Si t'as vraiment envie de regarder une vidéo, tu pourras toujours aller dans les paramètres, désactiver le truc et regarder la fin de ta vidéo. Mais dans l'idée, si t'as envie de te mettre des limites, il y a moyen. Mais souvent, moi je trouve que Enfin, sorry, je te coupe, mais quand je l'avais mis ça sur TikTok, le truc d'1 heure... On s'en rend pas compte. Ouais, mais c'est ça. Déjà, on s'en rend pas compte, mais je trouve que c'est quand même bien foutu parce que quand le truc arrive sur ton écran, ok, t'as dépassé ton heure, moi je me sentais coupable de continuer... Enfin, je trouve que ça fonctionne assez bien niveau culpabilité parce que tu vois, faut vraiment faire l'effort après de dire non, je désactive et je veux consommer encore plus. Et moi je trouve que c'est bien foutu quand même ce truc d'utilisation d'écran. Ouais, moi quand j'étais gosse c'était maximum une demi-heure de jeux vidéo par jour. Tu sais la Game Boy là. Ouais, moi aussi. Ouais. Je peux pas... Sauf que je l'ai encore en haut. Je fais du rétro gaming, moi j'ai fini le Pokédex. Je suis à 251 Pokémon sur 251, j'ai un Celebi. Je tiens à dire que j'ai un Celebi. Moi je suis sur Arceus là, donc j'ai pas encore j'ai pas encore fini. Moi je fais du rétro gaming, je suis sur la 2e génération. Mais donc bien-être numérique, tu vas avoir tout ce qui est mode sombre. Mode sombre, tu vas avoir moins mal aux yeux, ça il faut le mettre, c'est génial. Moi j'ai du mode sombre sur Office, sur Chrome, YouTube. C'est beau en plus. Moi je trouve ça classe quand même le mode son. Je sais pas, c'est un peu mieux. C'est éclairage moins nocturne, blanc. les lumières bleues, tu vois, tu peux avoir l'éclairage nocturne, ce qui fait que normalement t'arriveras mieux à t'endormir. Ton écran devient jaune là. Ouais. Alors t'as ça maintenant sur Windows, ça a été mis, sinon il y a une application qui s'appelle Flux, f.lux. Ensuite tu as le mode sans distraction, ça c'est génial, c'est-à-dire que tu choisis, alors ça t'envoie pas de notification, ou alors ça t'envoie des notifications que des applications que tu as décidées. Par exemple, oui j'aimerais bien avoir une notification de mon agenda ou de mon application Outlook parce que j'ai des rendez-vous, mais non, je veux pas avoir les notifications Instagram et Facebook. Donc tu peux avoir le mode sans distraction où tu dis ces applications, oui, celle-là, non. Et quand je suis en mode sans distraction et que je suis au boulot, tout ce qui est un peu fun, c'est coupé, et tout ce qui est un peu sérieux, ça reste. Gestion des notifications, forcément, tu peux demander à Facebook qu'ils te mettent pas de notifications, qu'ils te mettent pas de pastilles. C'est un clic quoi. Il faut aller dans les paramètres, mais il faut le faire. Contrôle parental, c'est un truc qu'on connaît tous. Droit à la déconnexion, gestion du temps d'écran. On y arrive. Et puis connaître les fonctionnements en fait. En termes de fonctionnement du marketing, des cookies, de la cybersécurité, c'est une question de connaître les fonctionnements pour pouvoir juste agir dessus, quoi. C'est un truc, moi je trouve... Allez, je me suis intéressé à ce sujet-là du coup après la conférence de Olivier Vergains qu'il avait fait. Ça c'est juste une petite parenthèse, mais je trouve que c'est... Vraiment on n'en parle pas assez. Je sais pas au niveau des écoles secondaires si vous avez des conférences que vous faites là-bas ou pas. Mais... Allez, pour moi, c'est censé être un must d'apprendre au moins, tu vois, genre, il y a des gens qui le savent, parce que tu le sais, mais le fait qu'on te le dise, c'est ok, tu le retiens, quoi. Parce qu'il y a plein de gens, à mon avis, qui le savent, maintenant, qui vont écouter peut-être ce podcast et qui vont se dire, ah ouais, j'avoue, mais le fait que tu l'entendes de quelqu'un qui te le dit, moi je trouve que c'est assez important, et je sais pas, du coup tu vas me dire où vous en êtes dans les... Alors moi j'ai eu de la chance, alors en fait le truc c'est que nous on est principalement des organisations, donc on fait moins le grand public, mais on le fait quand on peut, et j'ai eu la chance d'aller expliquer le sujet à des classes de 4e humanité. C'est cool, ça. Dans la région de Guémenich, près de Liège. Et donc c'est des classes, j'ai fait toute la matinée, donc j'ai fait les 50 minutes x 4, de 8h20 à 12h15 je crois. Et ils avaient 15-16 ans, je pense. Ouais. Et donc, je leur explique, quoi. Je leur dis, voilà, il y a quand même de l'impact.
si vous faites quoi à la maison pour le développement durable, on mange moins de viande, on prend le train, ok, c'est bien, on trie les déchets, ok, génial. Ben, vous pouvez faire la même chose avec le numérique. Vous pouvez consommer un peu moins de vidéos ou peut-être pas acheter un nouvel iPhone pour Noël, mais demander un reconditionné, garder votre PS4 peut-être un an en plus, tu vois, genre un truc comme ça. Donc il y a moyen d'agir, quoi. Vous avez vraiment les clés pour agir. Et j'essaie d'expliquer que la vidéo consomme énormément, tu vois. Et puis, alors on demande un peu, j'explique en fait, notamment avec Snapchat, j'explique que énormément de données sont répliquées. Okay. C'est-à-dire que j'explique que quand t'as la petite qui a 15 ans, 16 ans, qui a son iPhone, et ben en fait, comme c'est le 3 ou 4e iPhone qu'elle a, ben en fait, tout c'est synchronisé, tu vois, avec iCloud. Ouais. Et donc, en fait, quand elle a eu son nouveau GSM, son nouveau iPhone, ben, tout s'est synchronisé et elle avait toutes ses photos de l'ancien sur le nouveau. Ouais. Pourquoi ? Parce que tout ça est synchronisé, en fait, dans le cloud, mais donc tout ça est stocké quelque part. C'est Apple qui garde ça. Et donc, je lui dis, bah, si demain tu perds ton GSM et que tu vas acheter un nouvel iPhone, bah, il va te redonner toutes tes données. Donc, il y a un intérêt à supprimer parce que c'est et sur la machine et sur le cloud. Et donc, je lui fais, là, on va faire un petit test. Combien de photos vous avez ? Sortez vos GSM, combien de photos vous avez stockées, quoi. Vous devez être content de pouvoir sortir le téléphone en cours. Ouais. Et il y en a une qui avait 10 000 photos. Putain, 10 000 photos. Enfin, toute la classe, elle est en mode oh, 10 000 photos, c'est énorme, 10 000 photos. Et puis, il y a le petit Kevin, là, qui rigole. Et je fais, mais Kevin. Et là, on revient sur mon exemple de Twitch tantôt. Toi, tu regardes du Twitch ? Ouais. 60 FPS ? Ouais. Bah, en 5 minutes, les 10 000 photos, tu les as bouffées, les 10 000 photos. Et donc, en fait, ouais, c'est assez drôle de se rendre compte que, en fait, il n'y a aucune connaissance des jeunes, quoi. Moi, j'avais expliqué à un gosse de 12 ans un peu qui pouvait, en fait, mettre l'économie d'énergie, qui pouvait couper la 4G quand il marchait ou quand il n'y avait pas besoin. Je lui disais, mais là, t'as ton Wi-Fi qui est allumé. Tu fais, ouais. Je fais, mais il n'y a pas de Wi-Fi, t'as à la maison le Wi-Fi. Il fait, ouais. Je fais, mais d'accord, mais donc quand tu marches dans la rue, ton GSM, il cherche les Wi-Fi, tu vois. Comment tu t'appelles ? Est-ce que tu es sécurisé ? Est-ce que c'est une clé WAP2, je sais pas quoi ? Bah, en fait, ton GSM, il n'arrête pas, il dépense beaucoup d'énergie à savoir ce qui se passe autour de lui, il essaie de se connecter partout. Mais laisse-lui un peu de répit, quoi. Et donc, j'essaie d'humaniser le truc en disant, mais il a besoin de se reposer, ton GSM, genre, coupe le Wi-Fi, t'as pas besoin de ça maintenant. Il y a beaucoup de gens qui coupent leur 4G quand ils l'utilisent pas, c'est génial. Il y a beaucoup de... Je pense que c'est aussi des personnes plus âgées qui... Tu vois, typiquement, moi, ma grand-mère n'a pas vraiment de smartphone, mais je sais qu'il y a plein de gens âgés où, en un coup, on te demande de l'aide sur le téléphone, tu regardes et tu fais, mais pourquoi ta 4G est allumée ? Et en fait, ils disent, quoi, elle est allumée, et ils savaient juste pas. Enfin, c'est parce que les gens ne sont pas sensibilisés à ça, c'est tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Et donc là, on va arriver sur quelques bonnes pratiques qui font... En fait, on fait le lien entre les usages et les équipements. Quand tu as ton GSM, il consomme de l'énergie. Donc, tu dois le charger. Tu dois le recharger. Et à chaque fois que tu le recharges, en fait, tu abîmes un peu plus la batterie. En fait, il y a des cycles de chargement. C'est comme les souris. Il y a un nombre de clics. Quand tu achètes une souris, parfois, elle est marquée... Elle, c'est 100 000 clics, tu vois. Parce qu'après 100 000 clics, le truc, il va bien moins marcher. Il y a ça sur les souris, surtout les souris de gamer. Il y a ça aussi avec les batteries. C'est-à-dire que ton GSM, le premier jour, t'achètes ta batterie, elle est nickel. Et puis, 2 ans plus tard, ta batterie, elle est moins nickel, elle marche moins bien. Pourquoi ? Parce que comme tu l'as rechargée, souvent, à un moment, peut-être que t'es descendu... Le mieux, c'est de rester entre 20 et 80%. C'est le mieux. Maintenant, il y a des technologies qui ont été améliorées, mais avant, si tu mettais ton GSM à charger toute la nuit, il a juste envoyé du courant comme un fou dedans. Alors maintenant, c'est pour ça qu'on conseille de prendre généralement les chargeurs d'origine. De pas acheter des chargeurs chinois, ou parce que c'est pas le même ampérage, ou c'est pas le même voltage. J'avoue que je fais un peu tout avec mon chargeur Huawei que j'ai pour mon ordi, mais... Ça bouffe un peu plus la santé de ta batterie. Parfois, je pense que les iPhones ont ça, tu peux voir la santé de ta batterie. Et il y en a qui ont par exemple 80%. Et là... Et le truc, c'est qu'à un moment, ta batterie est morte. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? T'as 2 types de profils. T'as le type du profil classique de la personne qui a tout le temps son Bluetooth allumé, tout le temps sa 4G allumée, et qui, tous les soirs, va recharger son GSM toute la nuit pour le lendemain. Sa batterie, dans 2 ans, elle est bien morte. Et puis, il y a le deuxième type de profil. C'est plutôt là où je me trouve. Où moi, j'essaie de faire quoi ? Max, un minimum de 4G. Quand j'ai pas besoin de Wi-Fi, je l'éteins. Localisation, c'est que quand je me déplace. Bluetooth, c'est que quand j'en ai besoin. J'éteins un maximum les applications. Qu'est-ce qui se passe ?
En fait, je me réveille, j'ai 60% de batterie sur mon GSM parce que je l'ai pas chargé pendant la nuit. Ouais, Le mieux, c'est de pas le charger pendant la nuit. En fait, c'est de faire des charges de 2-3 heures matin, en journée. Ouais. Et donc, à 60%, je vais jusqu'au bureau. Il est à 40% au bureau, je reviens. Je fais encore la nuit, le lendemain, il est à 20%. Je vais jusqu'au bureau avec 20%. Et puis je le charge. Et tout ça, c'est possible parce qu'au final, t'en prends soin au départ, tu vois. Ouais, ou j'utilise moins, tu vois. Des gens qui ont une batterie éclatée, le 60%, ils vont pas tenir avec. Non, et puis même, il y a des gens qui ont une utilisation intensive du GSM. Ouais, donc en 4G plus vidéo dans le train. C'est ça. Mais donc moi, comme je fais éventuellement moins de temps d'écran, j'utilise moins ma batterie, j'utilise moins ma 4G. J'ai pas besoin d'un abonnement 4G max qui me coûte un bras. Et derrière, je charge mon GSM tous les 2 ou les 3 jours. Okay. Et donc ça veut dire que ma batterie, elle va sûrement tenir plus longtemps que ceux qui la chargent toutes les nuits. Ouais. Et donc en fait, il y a un intérêt, quoi. Ouais. Il y a un intérêt à prendre soin de ces équipements, à connaître un peu le fonctionnement en termes de recharge, par exemple. Je vais te poser une question, la question qui fâche, parce que moi, c'est un truc... allez, typiquement, là on a parlé des bonnes pratiques à adopter en tant qu'utilisateur, utilisatrice. Je sais pas si on dit utilisatrice ou utilisateur... Non, utilisatrice. Oula. Utilisatrice, parce que c'est utilisateur-risque qu'on fait quand on veut le... Ok, utilisatrice, utilisatrice, je pense. C'est que, parfois, moi, j'essaie de faire mon max aussi, et que c'est pas juste au niveau du numérique, c'est au niveau en général, trier les déchets, utiliser des gourdes, etc. Enfin, une gourde du coup, mais... Parfois, t'entends des nouvelles à la télé, comme le coup des avions qui avaient besoin de leur quota, et qui volent... Et à ce moment-là, tu vois, je disjoncte un peu dans ma tête et je me fais, mais putain, moi je fais tout ce qu'il faut, nanana. Et c'est moi regarder mon Netflix. Ouais, c'est ça. On me dit trie tes mails, nanana, et puis il y a des gens qui font ça. Et du coup, je sais pas, toi, quel est ton avis par rapport à ça? Parce que vu que tu bosses là-dedans, tu dois entendre cette phrase, à mon avis, souvent. Comment il faut. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que les gens ont raison de dire. Ouais, mais si moi je fais ça, mais que les autres le font pas, que les grosses boîtes le font pas, ça sert à rien? Ou est-ce que quand même il faut continuer à le faire et juste espérer que les grosses boîtes le suivront? Alors, ça va dans les deux sens. Nous, on a, en tout cas de ce que moi j'ai un peu appris dans tout ce qui est décision ou changement dans une boîte, tu peux avoir du top to bottom ou du bottom up. Top to bottom, c'est l'idée que le patron de la boîte, il dit, moi, je suis complètement à fond pour le développement durable, on va faire du développement durable, et là, boum, vu que c'est lui qui décide, toute la boîte fait du développement durable. C'est pareil au niveau des politiques. Si tu as un politique qui est président de la République et que tu as le président de la République en France, par exemple, qui d'un coup est persuadé de quelque chose, il a énormément de pouvoir pour le mettre en place et il peut faire bouger des choses. L'autre sens, c'est le bottom-up, c'est-à-dire que ça vient de la population et... il y a quelque chose qui remonte de la population, par exemple des employés d'une entreprise, il y a énormément d'employés qui commencent à avoir des envies en termes de développement durable, et boum, ça remonte jusqu'à la gestion, et à un moment, le boss, il entend que, en fait, ce serait peut-être bien de faire quelque chose. Et là, il le fait aussi. Donc ça peut venir des deux. Tu peux avoir énormément de personnes qui disent, il faut le faire, et donc ça commence à faire bouger les choses. Tout comme tu peux avoir une personne qui a beaucoup de pouvoir et qui dit il faut le faire, et ça fait aussi bouger les choses. Donc là, c'est plus philosophique, c'est vachement structurel comme problème. Moi, mon avis, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, chacun peut faire un petit peu. C'est-à-dire qu'effectivement, chacun peut dire je peux acheter des trucs qui sont plus responsables, plus éco-responsables, je peux acheter des produits Oxfam, je peux consommer moins, je peux faire attention, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a aussi le problème structurel il faut aussi que les gouvernements et les industries bougent. Et une volonté de faire bouger les choses. Je vais prendre un exemple avec la bagnole. Aujourd'hui, tu as certaines régions reculées, par exemple en France. En France, c'est très rural, ou aux États-Unis aussi. On a construit un système qui prône la voiture, parce que pour aller bosser, il faut une voiture. Tu n'as pas le choix. Donc, la réalité économique ou la réalité de la vie fait que tu as besoin d'une voiture. Donc, tu as besoin d'acheter une voiture. Donc, ça sert à rien d'aller dire à quelqu'un qui a besoin d'une voiture pour aller bosser « Ah, pourquoi tu prends pas le vélo? Pourquoi tu prends pas le train ?» Si tu regardes dans les 20, 30, 40, 50 dernières années, on a plutôt investi sur des modèles type voiture et peut-être moins sur les transports en commun. Peut-être. Donc l'infrastructure n'est pas forcément là pour faire mieux. Ouais, quand tu habites un peu hors de Bruxelles, c'est déjà la galère. Donc c'est compliqué. Donc il faut réussir à shifter, tu vois. Il y a des gens qui ont les moyens de consommer mieux. Mais c'est un peu toujours le même problème. Farm, c'est bien, mais ça coûte plus cher. Donc... c'est pas le mec qui a 10 enfants et qui a un SMIC qui a la capacité d'aller acheter. C'est ça, tu vois. Donc c'est très compliqué. Et donc pour moi, ça doit venir des deux côtés. Je pense qu'il y a une volonté vis-à-vis des populations de faire mieux et de consommer plus responsable. Mais si on te propose
un truc qui est éco-responsable mais qui est venu en voiture, c'est parce que le système est comme, enfin, en bateau ou en avion quoi, c'est parce que le système est comme ça. Et donc ça doit venir des deux. Pour moi, il y a aussi le politique qui doit être fort, les industries qui doivent shifter. Et ça, c'est compliqué. Donc je pense que l'action individuelle n'est pas suffisante. Ok. Je pense qu'il faut quand même réussir à changer un peu le système, et il ne faut pas juste se dire c'est bon, je consomme moins ou je consomme mieux et ça va suffire. Ok. Et pour finir là-dessus, j'ai vu une vidéo assez intéressante qui disait que en gros, cette idée d'empreinte carbone, c'est un peu les boîtes qui nous l'ont vendue. C'est-à-dire que je pense que c'est BP, je pense, truc de pétrole. Et ce serait eux qui auraient créé le premier truc de calcul d'empreinte carbone. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils allaient réussir à te faire porter le chapeau. Ça allait devenir ton problème et pas le leur. Et donc, c'était toi qui devais réduire ton empreinte. C'est chacun qui doit réduire son empreinte. Ouais, mais en vrai, les grosses industries, elles polluent quand même. C'est quand même elles qui doivent faire quelque chose. Donc, il n'y a pas de lecture unique, il n'y a pas une solution qui marche. Et puis, c'est le problème de la transition. Si tu pars du principe que tu dois faire une transition et que demain, on dit, OK, on n'utilise plus de charbon, bah, on n'a pas assez de nucléaire, on n'a pas assez d'éolien, on n'a pas... Donc, si demain on dit on n'utilise plus la bagnole, bah, on n'a pas assez de trains. Donc, transition, elle doit se faire, il faut mettre les choses en place. Et ça prendra du temps, mais il faut que quand même les politiques fassent les bons choix. Donc, politisez-vous, merde. C'était une question un peu pourrie, piège. Bah, du coup. Non, chacun doit faire ses choix, mais effectivement, c'est un peu compliqué. Mais je trouve que c'est important que je te la pose parce que, tu vois, je me dis, quand on écoute souvent des gens qui te donnent des petits conseils comme ça, je suppose qu'il y a des gens qui, dans leur thèse, disaient oui, mais les grosses boîtes, ils font rien, du coup. Alors, il y en a. Alors, il faut aussi faire attention parce que moi, j'étais très youku avant, un peu. Si je grossis le trait, avant, j'étais trop, mais oui, mais ils consomment toujours, ce sera jamais assez bien, ils font pas assez. Le problème, c'est qu'encore une fois, les boîtes, elles ont des réalités économiques. Donc, il y en a qui voudraient bien. Enfin, il y a des gens qui voudraient sûrement faire du développement durable à fond. Mais alors, t'es au tapis en 30 secondes. Nous, à la SBL, c'est pareil. On est une ASBL. Le but, c'est de sensibiliser un maximum. Sans rentrée économique de la part de nos membres, en fait... Tu sensibilises personne. Tu sensibilises personne. Ouais. Donc, tout le monde a cette réalité économique. Tout le monde doit ramener de la thune à la maison et certaines personnes n'ont pas le choix. Et donc, tu fais des choix parce que le système t'a donné un certain nombre de choix, de possibilités. L'idée, c'est de faire en sorte que pour l'avenir, on crée des possibilités qui soient plus éthiques, plus responsables, plus durables. Et ça commence maintenant, ça commence un peu tous les jours, quoi. Il y en a d'autres qui ramènent la coupe à la maison aussi. Oui, mais ça... en fait, pas trop fou, toi. Là, on parle quand même depuis longtemps, donc on pourrait parler des heures, mais on va quand même un peu arriver vers la fin, je pense. Yes. Je sais pas si on veut. Bah oui, en fait, on peut parler des. Je sais pas si parler des solutions au niveau des organisations, un peu. En fait, on va englober tout en un seul point, un peu. C'est déjà niveau Europe, où est-ce qu'on en est. Et ok, là, t'as parlé des bonnes pratiques à adopter pour les gens lambda comme nous. Mais niveau des organisations, qu'est-ce que vous leur recommandez de faire à ces boîtes avec qui vous travaillez ? En soi, européen, c'est parce qu'on parlait tantôt des chiffres du parc européen, parce que c'est facile de donner un exemple, parce qu'en Europe, on a le Green Deal qui arrive. Donc le fait que, par exemple, les services publics ou quoi vont devoir mettre des critères environnementaux, genre par exemple 30% des achats vont devoir être faits en économie circulaire, donc en deuxième main par exemple. Donc ça va se développer, tu vois. Mais donc il y a des trucs qui sont faits en Europe pour essayer de shifter l'économie, tu vois. Il y a plein de choses qui se passent, mais en soi il y a des impacts au niveau européen, et ça on en avait parlé, je pourrais donner des chiffres, mais on a fait le tour. Là où il y a clairement quelque chose à faire, c'est qu'en fait aujourd'hui les organisations ont des sous, elles ont moyen d'agir, et elles ont cet effet que... elles ont des règles qu'elles peuvent imposer à leurs employés, ou elles ont elles ont beaucoup d'impact. C'est un levier énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as une boîte comme... par exemple, il y a Belfus qui est dans nos membres, mais tu as des boîtes qui ne sont pas dans nos membres. GSK, c'est le plus gros employeur de Wallonie, je pense. C'est du pharma. GSK, ils donnent des PC à leurs employés. Et des GSM à leurs employés. Imagine si demain, au lieu de garder les GSM 2 ans, ils les gardent 4 ans, et au lieu de garder les PC 3 ans, ils les gardent 5 ans. Admettons, tu vois. L'impact environnemental en termes de réduction d'empreinte carbone de la boîte, parce qu'ils ont des centaines, des milliers d'employés, elle est énorme. Donc aujourd'hui, les entreprises ont moyen d'agir. Les entreprises, c'est ce qui vendent les produits, c'est ce qui font le marketing, c'est eux qui font le site internet, c'est eux qui font la promotion. Donc les entreprises ont énormément de marge d'action, en fait. T'as les entreprises qui font du développement durable et qui le font bien, d'autres qui le font moins bien. Ça s'appelle du greenwashing parfois. Mais donc il y a énormément de choses qui peuvent être faites au niveau des organisations. Premièrement, si on parle des équipements, c'est l'idée de dire
si je veux augmenter la durée de vie de mes équipements, enfin amortir plus. On parle d'amortissement, on parle de tout ce qui est compta, on parle de la finance. Donc le département finance, il va dire, moi maintenant, on amortit les PC pendant 5 ans. Génial. Le problème, c'est qu'il faut avoir des machines qu'on va pouvoir garder 5 ans. Donc il faut aller voir le département achat. Ouais, le département achat, il nous faut des machines qu'on va pouvoir garder 5 ans. Ok, mais donc on va devoir regarder quels équipements vont être réparables, quels équipements vont être de bonne qualité, qu'on va pouvoir garder 5 ans. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir éventuellement communiquer en interne aux collaborateurs. On va former, on va sensibiliser un maximum de collaborateurs. On parle souvent de imprimer recto verso. Imprimer en noir et blanc, et si vous imprimez en couleur, faites exactement, enfin, maximum. Tu peux faire pareil pour les employés. Tu peux leur dire, réunion Teams, faites gaffe. Si vous n'avez pas besoin de la vidéo, coupez-la. On n'a pas besoin. Si vous travaillez sur des documents, s'il vous plaît, commencez pas à surcharger les serveurs de l'organisation avec des V1, V3, V4, des trucs. Supprimez de temps en temps vos mails, supprimez de temps en temps vos trucs, ça nous évitera de devoir acheter du stockage et devoir... Enfin, tu vois. Donc il y a des bonnes pratiques à avoir. Mettre en place des politiques de droit à la déconnexion et tout. Tu vas pouvoir aussi parler avec tes suppliers. Une entreprise qui a du poids et qui a de la force va avoir le droit de dire à son petit fournisseur, même j'aimerais bien que maintenant tu signes la charte ou que tu comprennes ce qu'on fait ou que tu fasses au moins attention. Tu vois. Donc il y a plein de solutions. Il y a forcément les équipes IT, on va pouvoir faire des co-conceptions, donc développer des sites web, des solutions. Si demain tu as un business et que tu développes une application mobile, tu peux réfléchir à ce que ton application mobile elle soit plus accessible. Ça te fera plus de clients, ça aura moins d'impact. Donc il y a plein de trucs à faire. Et alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi proposer justement des outils et des guides. Donc on va te donner des guides des bonnes pratiques, guides des achats numériques responsables. Par exemple, ça va être des critères à mettre dans les appels d'offres pour que on puisse se poser les bonnes questions aux fournisseurs. Tu as des fournisseurs, tu peux leur demander par exemple, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a une garantie sur les batteries? Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a des pièces de rechange? Est-ce que je vais pouvoir réparer les machines que je vous achète? Est-ce que je vais pouvoir le faire ou est-ce que je vais devoir payer? Quoi, ça fonctionne avec des labels, ça ou... Il y a des labels, tu as certains labels. Ça commence à arriver, ça? Ça existe déjà. J'avais lu un livre, parce que du coup ton patron, j'avais envoyé un message sur LinkedIn à un moment pour savoir, pour me donner 2-3 livres à lire pour m'intéresser un peu au sujet. Et attends, il faut que je le retrouve, je sais plus quel c'était. Un livre sur quoi du coup? Sur les labels? Non, sur ce dont on parle maintenant. Guillaume Pitron? Non, c'était Vincent Courboulet, vers un numérique responsable. Ouais, je l'ai en haut si tu veux, je peux te le prêter. Je lisais ici du coup. Ah bah ouais. Mais je sais plus de quand il date du coup, mais il parlait que les labels allaient commencer à arriver de plus en plus. Ouais, il y a un chiffre comme ça en Europe, si on... Allez, j'espère que c'est pas Poutine. En Europe, si on recyclait 30% des smartphones en Europe, on créerait 30 000 emplois. C'est génial quand même. Donc non, il y a clairement... Il y a des trucs qui arrivent, il y a des labels qui arrivent. En France, depuis 2022, janvier, donc ça fait 1 mois et demi, il y a obligation d'avoir des indices de réparation sur les équipements. Donc ça veut dire que quand tu achètes une machine à laver, une télé, un GSM, il y a un indice de réparabilité. Et ça veut dire, est-ce qu'il y a des pièces de rechange facilement accessibles? Est-ce que tu peux le faire toi-même? Donc plein de trucs qui font en sorte que maintenant ça devient... c'est un peu comme les éco-scores sur les fruits, tu vois, A, B. Donc ça arrive, il y a déjà des labels, TCO, les 3 lettres, Blue Angel, EPAT. Tu connais peut-être Energy Star? Non. Energy Star, c'est le truc sur les écrans, sur la consommation. Je connais pas. Alors ça, c'est super intéressant. C'est un exemple de top to bottom. C'est l'idée qu'en gros, c'est l'administration américaine dans les années 80-90, début des années 90, je pense. Il y a des mecs qui ont dit, regardez, ils ont été pitcher ça au gouvernement américain. Ils ont dit, regardez, nous on a fait des écrans où on consomme 30% d'énergie en moins. C'est bien. Eh ben, ils ont été pitcher ça, ils l'ont vendu et le gouvernement a dit, mais c'est génial. Moi, je veux que toutes mes administrations elles aient ça. Et boum, ils ont mis de l'Energy Star partout sur toutes les machines. Et maintenant, aujourd'hui, t'as beaucoup d'écrans qui ont de l'Energy Star. Ça consomme moins d'énergie. C'est optimisé, c'est mieux. Donc non, il y a des labels. Et sur les sites des labels, ils vont te dire quelles machines sont labellisées et pourquoi. Alors parfois, il y en a qui vont avoir des bonnes notes. C'est-à-dire que tu vas avoir des machines qui vont avoir 8 sur 10 et d'autres qui vont avoir 8 sur 10, mais pas pour les mêmes raisons. Parfois, ça va être... il y en a une, c'est mieux pour la batterie. Parfois, il y en a une, c'est plus éthique parce qu'on sait que les minerais, c'est 100%... il n'y a pas de travail d'enfant, etc. Donc, il y a moyen de trouver des trucs et encore une fois, on a Internet, donc on peut acheter en connaissance de cause. Quoi. Ok. Je sais pas si... Avant qu'on passe aux recommandations culturelles, je sais pas si tu as un dernier mot
parce que là, on arrive à la fin, quoi. Si t'as la phrase tranchante à terminer le podcast, je rigole, hein, on est fatigué. Est-ce que j'ai non, mais est-ce que j'ai en vrai, je pense que pour beaucoup de personnes qui ont du style, tu sais, qui prennent pas l'avion, qui font attention à la viande rouge, plein de trucs comme ça, au final, s'ils n'ont pas conscience que le numérique a un impact, ils peuvent agir. Encore une fois, l'idée, c'est pas de pas être nazi, quoi. C'est si quelqu'un sait que la viande rouge, ça consomme beaucoup d'eau, c'est une grosse empreinte, il peut quand même faire le choix de manger de la viande rouge. Je pense qu'il faut pas se louper au niveau des ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent ouais, moi je vais supprimer mes mails, je vais regarder moins de vidéos, mais ils vont prendre l'avion 3 fois par an. Donc attention aux ordres de grandeur dans tout ce qu'on fait. Mais non, je pas de garder votre GSM longtemps, il n'y a pas de problème à forcément regarder des vidéos, c'est pas la mort. C'est vraiment sur les équipements et vraiment sur ce qu'on en fait en fait. Pourquoi on utilise le numérique, c'est tout. Ok, super. C'est plus ou moins ça. On arrive à la recommandation culturelle. Je t'ai demandé du coup si t'avais un truc que t'avais bien aimé, que t'as vu récemment ou pas sur TikTok du coup parce que t'as pas TikTok. Mais... du coup il y a effectivement le livre de Vincent Courboulet. Et puis je le martèle, mais la meilleure introduction au sujet, La guerre des métaux rares de Guillaume Pitron. P-I-T-R-O-N. La guerre des métaux rares, ça explique en fait cette idée de transition énergétique, de transition verte, de photovoltaïque, de voitures électriques, de GSM, de PC, et toutes ces terres rares, toutes en fait ces ressources qu'on va utiliser, parce que encore une fois, quand on parle de développement durable, 1987, rapport de Brundtland, on parle d'une croissance infinie pour un système fini. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, on est dans un système qui il y a la croissance parce qu'on peut consommer, mais bon, il y a un jour on va vraiment manquer de ressources. Donc, il y a un intérêt à connaître en fait les enjeux de la transition énergétique, comprendre un peu c'est quoi l'impact d'une voiture électrique. Et encore une fois, une petite voiture électrique, ce sera bien mieux qu'une voiture thermique. Ce qui pose problème, c'est le SUV électrique. Donc, il faut avoir beaucoup de nuances. Et alors, pour le petit mot de la fin, ça dépend. Ça, c'est un petit big up à Olivier. Pourquoi ? Parce que en fait, à chaque fois, à chaque fois, s'il écoute ça un jour, à chaque fois que Olivier, on lui pose une question et que c'est un peu compliqué, ça va souvent être ça dépend. Ouais, mais est-ce qu'il faut supprimer ça dépend. Ouais, mais est-ce que l'informatique, ça dépend. C'est-à-dire qu'il faut mettre de la nuance dans tout. On peut avoir un cadre à chaque fois. Est-ce que c'est bien de regarder des vidéos ? Ça dépend. Est-ce que je dois absolument, j'ai pas le choix, il faut que j'achète un nouveau PC ? Est-ce que c'est bien ? Ça dépend. Donc, vraiment, il faut avoir énormément de nuances, faire toujours attention à ce qu'on fait et bien remettre en perspective à chaque fois ce qu'on regarde, je pense. Et comme Obi-Wan l'a dit dans Star Wars, seuls les sites sont aussi absolus. Donc, Ah bah écoute, je connais pas bien, mais... C'est pour les petits geekos qui sont restés jusqu'ici. Mais vraiment, le ça dépend, c'est... Ça dépend, quoi. Faut pas juste prendre tout pour acquis et se dire, ouais, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Il faut juste bien regarder... Et pour les recommandations, Guillaume Pitron. Et en fait, il a acheté... moi j'ai acheté. Il a écrit un deuxième bouquin, je pense que c'est L'enfer d'un clic ou L'enfer du clic ou un truc comme ça. Donc je l'ai acheté, je dois le lire. On me l'a recommandé aussi, celui-là. Il est en haut, je viens de le recevoir. Et je dois le lire. Donc ça va être un truc. Mais dans les recommandations, ce serait éventuellement... Enfin, nous, on a un MOOC numérique responsable qui permet juste de comprendre un peu. Il y a une version de 30 minutes, alors c'est gratuit, une version de 30 minutes, une version de 4h30. Et on peut trouver ça où il faut mettre MOOC numérique responsable. Et on trouve. MOOC numérique responsable, il est en français, il est en anglais. Et ça permet un peu de comprendre. Pour ceux qui veulent être choqués, mais vraiment, si tu veux te mettre un coup au derrière, c'est une folie. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte qu'il y a bien sûr l'empreinte carbone. Mais juste après l'empreinte carbone, c'est vraiment les ressources. C'est vraiment l'extraction minière qui a le plus d'impact d'un point de vue environnemental en termes de pollution des eaux, des sols, d'appauvrissement des ressources abiotiques. On parle vraiment de l'extraction minière. Et donc, il faut taper Aurore Stéphan. Aurore, ça tout le monde connaît. Et Stéphan, S-T-E-P-H-A-N-T. C'est une ingénieure minière. Il faut trouver sur YouTube. Il y a sur Tech Review, je pense que c'est sur YouTube, c'est sorti il n'y a pas longtemps. C'est une intervention de 2 heures. Donc, c'est un film. À écouter après le podcast de 2 heures. Wow, c'est d'une violence. Honnêtement, moi j'ai fait mon mémoire sur le sujet. Je bosse sur le sujet. Genre ça fait 8 mois, 9 mois que je bosse pour la SBL. J'ai commencé mon mémoire en 2019. J'ai écouté l'intervention parce qu'elle a fait une intervention pour nous pendant 1 heure.
ça m'a foutu une claque, quoi. Même après le livre de Guillaume Pitron, j'avais pas conscience. Parce que là, t'avais des images ou... Je sais pas si c'est une vidéo où t'as des images. C'est une vidéo. Alors non, c'est une conférence, mais nous on a un replay où il y a des images de son intervention. Mais Aurore Stéphan, tout ce que vous pouvez trouver sur elle sur YouTube, c'est extrêmement parlant en fait. On parle de millions de cubes d'eau, de litres d'eau par jour qui sont intoxiqués, pollués à vie. On parle c'est vraiment impressionnant. Et elle a une connaissance folle. Donc Aurore Stéphan, c'est vraiment l'envers du décor parce qu'on le voit pas, tu vois. Ouais. Les gens voient pas, c'est joli un iPhone, Apple c'est fin, c'est beau, c'est classe, c'est vendu dans une boîte. Et un des gros paradoxes de ça, c'est la gamine de 16 ans, je pense que c'est un cliché, hein, mais une gamine de 16 ans qui prend son GSM, qui voit une photo d'un petit noir dans une mine et qui dit « Ah, c'est pas bien, c'est horrible », et qui le partage, tu vois. En fait, elle sait pas que le gosse, il est là pour choper le cobalt qui est dans la batterie de son GSM. Mais elle le sait pas, c'est pas sa faute. Personne lui a dit. Donc il y a un enjeu à ce niveau-là, je pense. Et l'extraction minière, c'est vraiment la folie. Et c'est une des raisons principales pour garder ces équipements longtemps, c'est se rendre compte qu'en fait, on a de l'or entre les mains. C'est vraiment de l'or. Hein. Du sang entre les mains aussi. Est-ce que c'est nous ? Voilà, tu vois. Encore une fois, on est à la fin de la chaîne. C'est pas une excuse. Oui, d'office. Mais il faut en avoir confiance. Tu peux mettre la pression sur des entreprises. Tu peux acheter des équipements qui... le Fairphone, par exemple. T'es assuré qu'il n'y a pas, c'est pas de minéraux à conflit. On appelle ça les tritiges, mais donc c'est tungstène, donc étain, tungstène, or, du coup, pour gold. Et il y a un troisième T, je ne l'ai plus. C'est les minéraux à conflit. C'est vraiment les 4 métaux où il y a le plus de conflits. Donc, tu as des milices armées en Afrique ou quoi. Donc, compliqué. Je sais pas si tu as une recommandation, genre un film aussi, ou ça va. Parce que moi, je vais enchaîner avec un film comique, du coup, comme ça, on fait une transition. Mais en fait, on en parlait tantôt. Et alors, c'est pas une blague. Moi, je pense que je l'ai cité dans mon mémoire. J'ai cité Wall-E. Ok. Wall-E, c'était vraiment l'idée de montrer que... c'est trop bien, c'est un des meilleurs Pixar. On est sur nos écrans, on regarde pas ce qui se passe autour, on voit pas qu'il y a des déchets qui sont créés parce qu'on les voit pas, les déchets. Mais en fait, on est en train de vachement polluer la Terre avec, pas que le numérique, hein, mais... Donc Wall-E, c'est quand même... c'est même pas une belle métaphore, c'est-à-dire que c'est comme Idiocratie, par exemple. Idiocratie, c'était drôle il y a 10 ans, maintenant c'est un peu... Après Trump, tu te dis, c'est un peu chelou quand même. Donc Wall-E, et puis sur Netflix, c'est paradoxal, hein, mais sur Netflix, on peut trouver Derrière nos écrans de fumée. Ah ouais, je l'ai jamais vu celui-là. Ça explique un peu. Et il y a aussi sur Netflix toujours. Donc il y a Welcome to Sodom, mais donc ça c'est pour. Ça c'est pas sur Netflix, mais Welcome to Sodom c'est sur tout ce qui est déchets électroniques au Ghana. Il faut aussi s'accrocher. Honnêtement, ça on regarde ça et puis après on dort pas très bien. Et c'est Derrière nos écrans de fumée. Alors moi j'ai plus Netflix du coup, j'ai arrêté l'abonnement. C'est Derrière nos écrans de fumée et il y en a un autre, c'est sur tout ce qui est. Et ça c'est super intéressant aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça s'appelle The Great Hack. L'affaire Cambridge Analytica. Alors ça, c'est génial. En fait, c'est un peu la face cachée des réseaux sociaux pour l'élection présidentielle de Trump. Dans l'idée que, c'est expliqué un peu dans le documentaire, mais vraiment, The Great Hack, l'affaire Cambridge Analytica, c'est vraiment la folie. C'est-à-dire que c'est une boîte anglaise, UK, de big data, qui faisait de l'analyse sur les réseaux sociaux, tu vois, et ils regardent un peu les tendances, quoi. Et donc, ils sont amusés à dire, ok, je sais pas, moi, je prends un échantillon de 20 Américains moyens, tu vois, je les mets dans une pièce, et je leur dis, ben voilà, si je vous dis ça, si je vous donne ce discours politique, qu'est-ce que vous en pensez ? Et ils ont analysé tout ça, en fait. Et ils ont remarqué les préférences révélées, enfin, tu vois, ils ont un peu checké le truc, et ils se sont dit, ben en fait, à chaque fois qu'on donne ce message, c'est pas dingue, mais à chaque fois qu'on donne ce message-là, sur l'opinion publique moyen, en fait, on a la majorité. C'est-à-dire qu'on sait que pour gagner, il faut pas 70% des voix, il faut juste 51% des voix. Donc si je trouve un message qui plaît à tout le monde, ou au moins à la majorité, je serai élu. Et donc ça raconte un peu, en fait... Diviser pour régner. Ouais, entre autres, mais ça raconte un peu toute la désinformation et tout l'impact des réseaux sociaux et de l'information que tu bouffes sur les réseaux sociaux. Il montre vraiment comment Trump a utilisé tout ça. Et honnêtement, c'est assez intéressant parce que ça montre vraiment l'impact que ça peut avoir en termes de nuances, en termes d'esprit critique. Et ça, je trouve que c'est peut-être le plus dangereux aujourd'hui. Tu sais, on est dans un monde politique, donc la désinformation, ça peut aller très vite. Et en vrai, qui vérifie vraiment les sources, tu vois ? Si tu sais que tu regardes le soir la RTBF ou que tu as un média sérieux et que tu as confiance en médias, c'est bien. Mais sur ce qui est sur Facebook, tu peux jamais être sûr de ce que tu bouffes. Donc, Moi, je vais enchaîner du coup. Ouais, vas-y, je suis chaud. J'ai regardé
le dernier film du Palma Show au cinéma, les vedettes. Tu l'as vu ? Ouais. Ah, j'adore le Palma Show. T'as vu le film ou pas ? Alors non, mais j'adore le Palma Show. Je vais pas spoiler du tout. On ne spoil pas. Mais t'as vu Max et Léon ? Ouais. Ben en fait ici c'est vraiment, enfin c'est différent, mais j'ai vraiment beaucoup ri. Genre je m'attendais. En fait tu vois, t'as toujours peur quand les stars de YouTube passent sur le grand écran, mais je l'ai vu du coup au cinéma et j'ai vraiment beaucoup ri. Donc vraiment les gens qui aiment le Palma Show, foncez parce que c'est vraiment. Allez, ce film, je les connais pas personnellement, mais c'est eux, tu vois. Si t'aimes le Palma Show, tu vas vraiment rigoler au film. Donc, Mais ils l'ont dit, je pense, en interview, qu'apparemment c'était genre Max et Léon, ça leur ressemblait moins. Enfin, c'est pas que ça leur ressemblait moins, mais que celui-ci leur ressemblait plus en mode Palma Show. Et je pense, du coup, sur YouTube, mais il y a pas de mal. Ils ont sorti, je pense, un extrait du film ou de la chanson là. De la chanson, j'ai trippé. Et je l'écoute tout le temps, moi, maintenant. Parce que du coup, en ayant vu le film. Ok. Et en gros, je pense qu'ils ont fait des vidéos. Ils ont fait des trucs ils ont fait des pour vidéos, la promo, quoi. Avec Gad ou quoi, mais vraiment bien. Donc vraiment, va le voir si t'as le. Mais j'aimerais bien aller le voir. Il est vraiment cool. Le voir. Mais Palma Show, c'est le feu. Et en vrai, je sais pas si j'ai une autre, parce que vu que j'ai enchaîné les épisodes. Mais sur le numérique, t'as pas un truc sur le numérique ? Sur le numérique, j'ai le livre que j'avais dit. Non, mais ou un truc qui te fait penser à ça. Ah. Qui te fait penser au numérique, mais de près ou de loin, genre. Un film qui aurait un lien avec le numérique et qui aurait un lien genre en mode tu t'es dit on va se poser une question, tu vois. Tu m'as pris de court là. Ou un livre, tu vois, 1984, Big Brother. Ouais, je sais pas. Non, j'ai pas là, non. Non, moi j'ai pas. D'office j'en ai plein, mais enfin j'en ai vu plein, mais j'ai pas là. Non plus. Ouais, on va. On est bon. On va finir, ouais. Merci encore d'avoir accepté de faire ce podcast. C'est cool. C'était super cool. Ouais, c'est chouette. Franchement, je m'étais jamais prêté à l'exercice. Mais ouais, c'est cool. On a beaucoup parlé, donc courage aux gens qui sont. Courage aux menteurs. Pas courage, non. Courage, toi tu vas devoir le monter. N'importe quoi. Oui, c'est moi qui dois le monter. Ouais, courage à toi. Mais bravo aux gens qui sont restés jusque-là. Et voilà, je voulais dire aussi que maintenant je regarde Friends, parce que j'ai jamais vu. Ok. Et c'est quand même cool. Ok. Et voilà, on sait jamais je t'en voudrais pas. On sait jamais qu'un jour je ferai un épisode sur Friends, donc petit teaser quoi. Moi, j'ai regardé Why I Met et puis j'ai pas le courage pour. Mais j'ai regardé tout Naruto. Ah voilà. J'ai regardé tout Naruto et je l'ai regardé et par exemple alors. Qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode Pour finir et ça c'est important. Par exemple ce que je fais bonne pratique. Ce que je faisais avec Naruto c'est que en fait que tu le disais tantôt le Wi-Fi en fait consomme plus que la 4G. Et ce qui est intéressant de faire en fait c'est par exemple sur Netflix sur ton GSM tu peux enregistrer les épisodes et donc comme moi je bossais en fait le soir j'enregistrais mes épisodes en Wi-Fi et le lendemain je les regardais dans le train en mode avion et donc je regardais Naruto 2 épisodes dans le train par jour et je l'ai tué en 1 an et demi. Pas mal. Donc avec les fillers ou sans les fillers? J'ai peut-être pas tout regardé au niveau des fillers. Il y a quelques trucs. Quand tu sens que c'est un événement filler, tu sais, tu le sens là. Tu vois que tu vas avoir du flashback x 1000. J'ai quand même passé pas mal. Sur la Grande Guerre, ça devenait aussi un peu long. Mais non, Naruto gagne contre Batman, ça c'est sûr. Ok, merci d'avoir écouté et au revoir tout le monde. Je dirais au revoir aussi. Non, c'est bon. Ok.